Madame la ministre, bonjour. Mesdames et messieurs les députés, madame et monsieur le rapporteur. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Haine anti-musulman, islamophobie, qualification juridique et politique publique de lutte contre les discriminations ». Ce débat a été demandé par le groupe écologiste et social dans le cadre de sa séance thématique, conformément à l'organisation arrêtée par la conférence des présidents. Nous entendrons d'abord les rapporteurs qui ont établi une note qui a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée. Nous entendrons ensuite les orateurs des groupes, puis le gouvernement. Nous procéderons enfin à une séance de questions-réponses. La parole est à Madame Sabrina Sebahi, rapporteure désignée par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, dans notre pays, les musulmans sont responsables de tous les maux, dit-on dans les médias, même de la pénurie d'œufs pendant le ramadan. C'était l'huile l'année dernière, ce sera peut-être le beurre l'année prochaine. Ces polémiques contre nos concitoyens musulmans durent depuis des années. Et pourtant, pour la première fois dans notre histoire, nous allons débattre de l'islamophobie dans notre hémicycle. C'est une victoire qui laisse un goût amer, celui d'une absence totale de volonté politique, ou plutôt celui d'une volonté assumée de masquer cette réalité qui touche pourtant plus de 5 millions de nos concitoyens, des Français de papier comme diraient certains. On peut d'ailleurs supposer que c'est la pensée profonde du ministre de l'Intérieur lorsqu'il affirme que certains de nos compatriotes régressent vers leurs origines ethniques. Je vous laisse méditer sur le terme « régresser ». Avec mes collègues co-rapporteurs que je salue, nous avons mené un travail de fond qui ne saurait souffrir d'aucune caricature. Nous avons auditionné une trentaine de personnes et organisations, dont la plateforme X et les médias, à l'exception de CNews, qui n'a pas souhaité répondre. De ces heures d'audition émerge un fait implacable. L'islamophobie est largement sous-estimée et souffre d'une invisibilisation structurelle. Cela est en partie lié au terme même d'islamophobie, qui suscite le débat, et nous ne l'avons pas éludé dans nos travaux. Si nous comprenons que les institutions utilisent le terme « haine anti-musulman », nous ne pouvons ignorer que la grande partie des personnes concernées s'emparent du mot islamophobie, car il représente un racisme anti-religieux à l'égard des musulmans. Ce terme ne vise pas à interdire la critique légitime d'une religion, comme certains aiment le dire, c'est un acquis de notre pays. Cette polémique qui revient constamment n'a qu'un but, détourner le regard du vrai problème, la discrimination et l'hostilité envers les personnes musulmanes dans notre pays. D'ailleurs, les chercheurs sont formels, le terme islamophobie n'a pas été inventé par les mollahs iraniens, mais est apparu en France au début du XXe siècle. Cette islamophobie découle en partie du racisme anti-maghrébin d'il y a plus de 40 ans, lui-même conséquence de la politique coloniale de la France au siècle dernier. Cette polémique est donc dérisoire à cet égard. En France, les Maghrébins sont ainsi perçus comme musulmans, voire potentiellement intégristes. Et s'ils ont le malheur de porter un voile ou une barbe, ils peuvent être perçus comme de potentiels terroristes. Ce continuum qui vient tout brouiller est précisément le récit qui progresse depuis des décennies. Une prétendue incompatibilité civilisationnelle permise par une essentialisation à outrance et des amalgames dangereux. Les premiers responsables de cette situation sont à l'extrême droite de cet hémicycle et ils peuvent compter sur le silence, voire la complicité de ceux qui participent au climat de soupçon permanent qui pèse sur les musulmans de ce pays et qui, au plus haut sommet de l'État, assènent que les premiers responsables de l'antisémitisme, c'est le monde arabo-musulman. Je pense aussi au ministre de l'Intérieur et des Cultes qui n'a pas daigné se rendre à l'iftar de la Grande Mosquée de Paris sous couvert de laïcité. Mais aucun problème à la messe, flagrante discrimination et détestation, même plus dissimulée de l'islam. Collègues du centre et de la droite jadis républicaine, je vous le dis, les Français préféreront toujours l'original à la copie. Les propos islamophobes des politiques et des éditorialistes sont relayés jour et nuit par des médias détenus par une poignée de milliardaires. Ainsi, sur CNews, en 2023, plus de 335 jours sur 365, les bandeaux parlaient d'islam ou d'immigration. Ces propos sont repris en boucle sur les réseaux sociaux qui échappent à toute règle de modération des contenus haineux. L'islamophobie est d'ailleurs devenue l'objet d'une obsession législative, en témoigne le dernier texte en date visant à interdire le port du voile dans le sport. Une certaine forme de laïcité est désormais utilisée à des fins islamophobes. Une laïcité qui n'émancipe plus, qui étrique les citoyens dans un rapport paternaliste, particulièrement envers les femmes musulmanes. Une laïcité qui n'est plus un grand principe, mais un ensemble de valeurs dont les contours évoluent au gré des polémiques initiées par l'extrême droite. Enfin, une laïcité qui a été instrumentalisée dans le cadre de la loi séparatisme et qui aujourd'hui renforce la suspicion à l'endroit d'associations, les empêchant même de trouver banques et assureurs
cette nouvelle laïcité, elle renforce l'islamophobie. Ce n'est pas l'islam qui menace les libertés individuelles, c'est l'islamophobie. On ne peut plus être arabe et porter une barbe à la télévision, ni porter un voile sur un terrain de basket, et bientôt même dans la rue. Demain, on ne pourra même plus scolariser ses enfants dans un établissement privé musulman. Le cas de l'école Al-Kindi est à ce titre emblématique quand on voit les Betaram et Stanislas qui continuent à broyer les élèves en toute impunité. In fine, ce sont les musulmans que l'on souhaite faire disparaître de l'espace public au nom du principe de laïcité. Ces injonctions à l'invisibilité ne peuvent mener fatalement qu'à un repli sur soi. Et c'est précisément là que peut se trouver l'entrisme dont vous parlez. En fracturant notre société, c'est vous qui êtes le terreau fertile du séparatisme. En Europe, 50% des musulmans se disent victimes de discrimination au quotidien, 1 sur 2. Un chiffre qui ne trouve pas écho dans le recensement des actes anti-musulmans dans notre pays par manque de confiance envers les institutions. Nos concitoyens musulmans ont normalisé le racisme ambiant. Les psychologues parlent même de trauma média. Et si nous voulons libérer la parole, nous devons être en capacité de l'écouter. Les musulmans sont devenus les boucs émissaires de notre société. Beaucoup d'entre eux veulent quitter notre pays quand ils ne l'ont pas déjà fait. N'y voyons pas de perspective sereine pour leurs enfants. Comprenons que le projet républicain qui se façonne s'accommode chaque jour un peu plus de leur exclusion. L'islamophobie n'est pas un débat d'opinion, c'est une mécanique d'oppression. Et en tant qu'elle gangrène notre République, notre devise liberté, égalité, fraternité est trahie. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Ludovic Mendes, rapporteur désigné par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, mes chers collègues, un gouffre existe entre les chiffres des actes anti-musulmans publiés par le ministère de l'Intérieur au début de l'année et le vécu des Français de confession musulmane en France. Non seulement ces chiffres sont sous-estimés en raison de la sous-déclaration des infractions à caractère anti-musulman, sur laquelle s'accordent tous les acteurs que nous avons auditionnés, y compris le ministère de l'Intérieur lui-même. Mais ils échouent aussi à rendre compte d'une forme d'islamophobie d'ambiance qui existe et se renforce dans notre société. L'islamophobie se déploie sur les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux, dans les discours publics. Elle s'immisce dans la vie quotidienne des Français de confession musulmane ou présumée telle. Je reviendrai sur cette idée. Au travers des discriminations dans l'accès au logement, au travail ou à la santé même. Ce phénomène n'a rien de spécifique à la France et en même temps, il présente des spécificités propres à notre pays. En réalité, et comme l'ont souligné plusieurs sociologues que nous avons auditionnés, l'islamophobie est souvent une forme masquée de racisme anti-maghrébin à l'ancienne, qui se dissimule derrière le masque supposément plus acceptable de la critique d'une religion que permet le droit au blasphème. Mais en ce qui concerne l'islam, il est trop souvent le faux-nez de la haine et de la violence. En cela, elle peut toucher les Français musulmans, mais aussi les personnes assimilées à tort à des musulmans. Il est fréquent que l'islam soit confondu avec l'islamisme, un amalgame qui alimente des discours sécuritaires et des peurs infondées. Cette confusion est souvent entretenue par des discours politiques et médiatiques qui stigmatisent les musulmans en les associant à des menaces terroristes. Cette vision biaisée et réductrice de l'islam nourrit une islamophobie qui ne fait que renforcer les préjugés et les discriminations. La pertinence de cet état de fait nous interroge et a souvent été questionnée au cours des auditions. L'islamophobie en France se nourrit des actualités nationales et internationales, bien sûr. Conflits, attentats, faits divers. Mais est-elle aussi une forme d'héritage de la colonisation? La question mérite d'être posée. Nous saluons, à ce titre, le travail de l'Association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans, ADAM, accompagnée par le ministère de l'Intérieur. Sa structuration devrait permettre une meilleure connaissance des actes anti-musulmans, en attendant peut-être une réflexion sur ce sujet au niveau de l'État. Je remarque par ailleurs que les politiques publiques de lutte contre l'islamophobie non seulement ne sont pas suffisantes, mais souffrent d'une forme d'incohérence, puisque la puissance publique au sens large combat d'un côté ce que l'entretient de l'autre. Comme l'ont montré nos auditions, la laïcité, un des principes structurants de notre République, est désormais instrumentalisée pour justifier toutes les dérives islamophobes. Ce phénomène est encouragé, porté même, par les discours publics de certains politiques, dans leurs circonscriptions, sur les plateaux de télévision et ici même dans cette Assemblée. L'islam y est fait l'objet d'une attention particulière, malsaine même, et souvent pris pour cible. Pour autant, un point mérite d'être réaffirmé avec force. La laïcité invoquée à l'encontre de nos compatriotes musulmans n'est pas celle de la loi de 1905, pourtant invoquée à tort et à travers. La laïcité de l'État, ce n'est pas celle des citoyens. La laïcité des agents du service public, ce n'est pas celle des usagers du service public. La laïcité de 1905, ce n'est pas l'invisibilisation des religions, c'est la neutralité de l'État.
Le débat médiatique et politique témoigne pourtant d'un inquiétant glissement vers une nouvelle laïcité, pour reprendre l'expression utilisée par la sociologue Hanan Karami. Cette laïcité est excluante contre nos compatriotes musulmans. En son nom, on veut interdire à des filles voilées de faire du sport, à des femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires. Au nom de cette laïcité, on envisage de proscrire le port du voile à l'université. Je fais ici référence aux déclarations de notre ministre de l'Intérieur en janvier dernier. J'ajoute que cette nouvelle laïcité s'exerce au détriment de la liberté des femmes, laquelle est si souvent invoquée pour justifier les attaques contre les musulmans. Tous les représentants cultuels et associatifs auditionnés s'en sont inquiétés. Le port du voile par une femme ferait de cette dernière une victime, une personne manipulée ou une suspecte radicalisée. Dans les trois cas, le plein arbitre est refusé dans les discours aux femmes qui choisissent de porter le voile. En 2022, avec notre collègue Isabelle Florennes, nous avons publié un rapport détaillé sur les actes antireligieux en France, mettant en lumière les défis spécifiques liés à l'islamophobie. Ce rapport, commandé par le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, a souligné la nécessité de renforcer les politiques publiques pour lutter contre les discriminations et les actes de haine dirigés contre les musulmans. Bien que des efforts aient déjà été déployés, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la prévention, la protection et la répression de ces actes. Parmi les recommandations clés, le rapport a proposé de mieux former les agents publics et les forces de l'ordre pour identifier et traiter les actes islamophobes, ainsi que d'améliorer la collecte des données pour mieux quantifier le phénomène. De plus, il a été suggéré de renforcer les dispositifs de sécurisation des lieux de culte et d'encourager un dialogue interreligieux pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Ce travail montre que des initiatives concrètes ont été prises pour aborder la question de l'islamophobie, tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre et d'intensifier ces efforts pour garantir une société plus inclusive et respectueuse de la diversité religieuse. Je souhaite donc que ce débat nous permette d'échanger sur ce sujet trop souvent minoré ou passé sous silence, en attendant de futurs travaux que j'appelle de mes vœux. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Marietta Karamanli, rapporteure désignée par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre, chers collègues rapporteurs, chers collègues présents ici, ce thème, le thème d'islamophobie, anti-musulman, qualification juridique, politique publique, de lutte contre ces discriminations, vous le comprenez déjà, c'est un thème important, une évaluation thématique d'ailleurs qui me semble, c'est un sujet qui montre bien la sensibilité et la complexité. Il est parce que la seule domination du sujet renvoie à des questions difficiles et parfois, je dirais, controversées, voire instrumentalisées. Tous les trois rapporteurs, nous avons apporté à la note qui sert de point de départ à notre séance nos réflexions et expériences différentes et je pense complémentaires. Trois idées me semblent importantes. Il faut d'abord qualifier et quantifier le phénomène pour le connaître et le reconnaître. S'agissant de la qualification pertinente, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, le SCE se sont saisis justement du sujet dans la perspective de le traiter à la fois comme une composante d'un discours de haine et d'intolérance, mais avec aussi ses spécificités. La définition renvoie à une peur et à des actes de discrimination ou de violence contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Le terme même mêle racisme, haine, discours antireligieux, discrimination et intolérance. Et il y a aussi donc une dimension raciste qui peut être cachée, être plus, je dirais, facilement assumée par ceux qui disent lutter contre les dérives d'un islam extrême. À titre personnel, je considère qu'il s'agit en premier lieu d'une hostilité à l'égard des musulmans. Il nous faut éviter à la fois le déni et l'instrumentalisation l'un alimentant d'ailleurs l'autre. Et si le phénomène peut être justement qualifié dans ses différentes dimensions, il doit être aussi suivi en termes de données. Et ces données ne doivent pas faire l'impasse sur le ressenti d'une communauté attachée dans sa très grande majorité à notre pays, à son pays, qu'est la France, même si nos compatriotes ont aussi des racines culturelles ailleurs. Il faut aussi avoir conscience du contexte national et européen. En Europe occidentale et en France, la religion
traditions traditionnelles liées à l'Église s'effritent, tandis que l'athéisme et la pluralité religieuse dynamisée par des migrations augmentent. Donc la deuxième idée est que nous devons aussi être attentifs à ce que la norme soit perçue comme étant la même pour tous nos compatriotes et celles et ceux qui y résident temporairement, quelle que soit leur religion. Le soupçon d'une loi serait d'une application plus restrictive à l'égard d'une partie de notre communauté à raison de ses croyances est insupportable. Et pour ne prendre que cet exemple, le contrôle des établissements d'enseignement privé doit être exemplaire. Je considère que l'annonce par le gouvernement de plus de contrôle plus fréquent sur les établissements privés, quelle que soit la religion qui les anime ou quel que soit leur caractère propre, c'est une bonne annonce et je dirais qu'elle doit être suivie d'actes. Par ailleurs, la note insiste aussi sur l'importance de réexaminer la loi en fonction de ses effets évalués. Et plusieurs dispositifs juridiques sont examinés et leur amélioration proposée, par exemple la répression de la discrimination, la haine en ligne, le dépôt de plainte. Elle reprend aussi l'idée selon laquelle l'éducation doit aussi être en premier lieu d'une politique publique. L'école, via les programmes d'éducation civique ou d'histoire, et les médias, via la formation des journalistes et les programmes diffusés, doit être en première ligne pour y contribuer. Nous insistons aussi sur le fait que si ces dispositifs sont utiles pour traiter de tel ou tel aspect de la protection des personnes croyantes, ils ne doivent pas être aussi les dispositifs isolés, mais bien s'articuler entre eux. Selon moi, la lutte contre l'islamophobie ne suppose pas forcément la création de nouveaux outils ou cadres. Elle nécessite à coup sûr une mise en œuvre diligente des outils et cadres existants. Et au plan international, existent des références comme le plan d'action de Rabat qui vise à répondre aux discours de haine dans le respect des normes en matière de droits de l'homme. Il y a aussi le plan d'action du processus d'Istanbul, élaboré il y a plus de 10 ans pour renforcer la résistance de la société de la haine et promouvoir l'inclusion. Existent aussi des outils pédagogiques élaborés par l'UNESCO et le Haut Commissariat aux droits de l'homme particulièrement pertinents. Et au plan national, les dispositions légales existent pour combattre l'hostilité contre les musulmans à raison de leurs croyances. Il faut donc les mobiliser. Je terminerai par 2 thèmes. Concrètement, nous devons nous appuyer sur les jeunes et les femmes, souvent doublement discriminés, en vue de trouver les thèmes à l'appui desquels leurs droits doivent être à respecter et autonomes soient mieux défendus et promus. Nous devons aussi nous appuyer sur la laïcité, qu'elle est là pour protéger les citoyens de l'État et les laisser croire et pratiquer hors de ce qui est l'espace public. Celles-ci peuvent exister, mais n'ont pas prétention à régir d'une façon ou d'une autre la vie collective. Donc, merci de conclure, Madame la Tout à fait, monsieur le Président. Je termine. C'est mon collègue qui m'a perturbée. Elle repose aussi elle-même sur une morale laïque qui, tout en respectant les croyants, les amène à se définir par eux-mêmes. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la rapporteure. On va donc passer aux orateurs de groupe et on commence par Madame Léa Balaj-El-Mariki pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Monsieur le rapporteur, chers collègues, être musulman en France ne devrait pas être une épreuve. Cela devrait être tout simplement une manière d'être, parmi tant d'autres, d'être citoyen, d'habiter la République, d'aimer ce pays, d'y contribuer, d'y élever ses enfants. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans notre pays, le soupçon généralisé pèse sur nos concitoyens de confession ou de culture musulmane. 50% des musulmans vivent des discriminations dans leur vie quotidienne. 50%. Chaque jour, un message leur est adressé. Vous êtes de trop, faites-vous oublier. Ce poison a contaminé nos institutions, l'école, les banques, les assurances, la presse, le sport, mais surtout la parole politique. Il fait de chaque femme voilée un problème, de chaque prêche un danger potentiel, de chaque association une menace pour la République. Il disqualifie les chercheurs qui travaillent sur la question, il cadenasse la pensée et transforme notre nation en forteresse défensive pétrifiée à l'idée d'assumer son pluralisme. Alors je veux remercier ma collègue Sabrina Sebaï d'avoir été à l'initiative de ce débat aujourd'hui et d'avoir mené avec ses 2 co-rapporteurs un cycle d'auditions de très grande qualité. De riches enseignements peuvent être tirés de ces entretiens.
à commencer par le suivant. Le musulman est devenu l'ennemi de l'intérieur, l'individu à surveiller, celui qu'on accuse de menacer une supposée civilisation judéo-chrétienne, concept qui, je le rappelle, est une imposture intellectuelle autant qu'une erreur historique. Cette difficulté à reconnaître pleinement les musulmans comme des citoyens à part entière, dotés d'une liberté religieuse égale aux autres, puise ses racines dans notre histoire coloniale. Une histoire où le musulman était toujours à civiliser, une histoire où l'on accédait au statut de citoyen qu'à la condition de renoncer à sa foi. L'essentialisation est au cœur de l'islamophobie. Elle réduit l'individu à une appartenance supposée, efface la richesse de ses identités multiples. La haine anti-musulman s'apparente d'ailleurs bien souvent à une variante du racisme anti-maghrébin, vous l'avez dit, et plus facile à assumer parce que présentée comme une critique d'une religion. Et cette mécanique n'est pas sans conséquences. Les actes anti-musulmans sont réels, violents. Ils vont des discriminations à l'embauche aux agressions de femmes voilées jusqu'à la profanation de mosquées, des dérapages médiatiques devenus quotidiens et des meurtres racistes, comme celui de Jamel Benjabala. Alors ce que je dis n'est pas une opinion. C'est un constat étayé par les chercheurs, les associations, les représentants cultuels et même les rapports parlementaires. Et pourtant, que fait-on? On minimise. On détourne, on s'embourbe dans des politiques sémantiques. Le mot islamophobie dérange plus que la réalité qu'il désigne. Mais personne ici ne propose d'interdire la critique des religions. Ce que nous dénonçons, c'est la stigmatisation systématique d'un groupe, d'une foi, d'un imaginaire collectif. Et ce que nous demandons, c'est de l'action. Nous savons que les médias jouent un rôle central dans la fabrication de cette islamophobie. Nous savons aussi que l'Arcom est impuissante à la réguler dans le cadre juridique actuel. Alors pourquoi, dans ce cas, ne pas réformer ce cadre? Le plus grave peut-être, c'est que l'islamophobie s'est installée dans la loi. Ici, chaque texte d'exception, chaque circulaire floue, chaque proposition de loi sur les signes religieux dans les sports ou à l'université ajoute une pierre au mur de la suspicion. Depuis la loi séparatisme 2021 et son funeste contrat d'engagement républicain pèse sur la société civile musulmane une obligation permanente de prouver sa loyauté à la République. On invoque la laïcité, mais ce n'est pas celle de Briand. Celle que nous avons sous les yeux trahit son esprit fondateur. Elle n'émancipe plus, elle corsette. La Troisième République n'a jamais exigé la discrétion religieuse. Aucun de nos concitoyens ne devrait à choisir entre sa foi et sa place dans la République. Lutter contre les actes anti-musulmans, ce n'est pas céder à un communautarisme fantasmé. C'est au contraire réaffirmer notre attachement à l'égalité de tous et toutes devant la loi, à la dignité de chacun, à la promesse républicaine, à la laïcité. C'est rappeler que la République n'a pas besoin d'ennemis imaginaires, elle a besoin d'une justice réelle. Et cela suppose une reconnaissance claire du phénomène, des outils pour le mesurer et le qualifier juridiquement, un soutien massif aux associations de terrain et surtout une vigilance accrue dans les médias et les institutions. Et en cohérence avec le plan national de lutte contre le racisme, nous devons mieux former les agents publics, notamment les forces de l'ordre et les magistrats. Cela suppose aussi de renouer avec l'esprit de 1905, de porter un contre-discours puissant, valorisant la connaissance des cultes et favorisant le dialogue interculturel pour dissiper les préjugés et les amalgames. L'islamophobie est un obscurantisme. Il est temps de réhabiliter ce regard ouvert et curieux qui était celui des Lumières. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je tiens à préciser que les interpellations de banc à banc n'ont qu'un seul intérêt, c'est de déranger les orateurs. Donc j'aimerais que ce débat puisse permettre d'écouter les orateurs dans le calme, dans le respect que nous devons les uns aux autres et aussi à nos concitoyens. Monsieur Xavier Albertini pour le groupe Horizon et Indépendants. S'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît, monsieur le député. Monsieur le député Tanguy, ça va, vous aurez la parole. Quoique non, vous ne l'avez pas demandé. Donc, votre orateur aura la parole et il aura l'occasion de s'exprimer comme tous les autres. Monsieur Xavier Albertini a la parole et lui seul. Merci, monsieur le député. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le débat que nous avons aujourd'hui est exigeant. Il questionne la force de notre République, la permanence de ses valeurs. Il touche au cœur de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être en tant que républicains.
Ce débat interroge notre capacité collective à protéger tous nos concitoyens sans distinction d'origine, de culture ou de religion contre la haine, l'exclusion et la stigmatisation. Les derniers rapports de la Commission nationale consultative des droits de l'homme nous montrent que les actes anti-musulmans ne sont pas aujourd'hui en hausse en France, à la différence des actes antisémites qui explosent depuis le 7 octobre 2023. Pourtant, les actes anti-musulmans restent une réalité à combattre. Face à cela, comme face à toutes les discriminations que subissent nos concitoyens, notre devoir est clair. Nommer, qualifier, agir. D'abord, nommer. Le mot islamophobie divise. Pour certains, il désigne l'ensemble des discriminations et des actes hostiles subis par des personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane. Pour d'autres, son usage est problématique, car il tiendrait à confondre la critique d'une religion, permise dans une démocratie, avec les comportements haineux visant des individus. Ce flou sémantique nourrit l'ambiguïté, brouille les lignes et parfois freine l'action. Il appelle à la prudence, notamment lorsqu'il s'agit de légiférer ou de concevoir des politiques publiques. Qualifier ensuite. Le droit français est robuste. Les discriminations fondées sur la religion sont punies pénalement. Le discours de haine aussi. Mais nous devons reconnaître que les victimes de discrimination rencontrent parfois des obstacles dans la reconnaissance de leur statut, dans la prise de plainte, dans le traitement judiciaire. Les cas sont rares mais très médiatisés. Cela rappelle encore davantage, pour nous tous les efforts accrus de formation, de sensibilisation, mais cela appelle aussi une meilleure traçabilité des actes et des propos discriminants dans nos statistiques nationales. Quantifier, objectiver permet le déploiement d'actions réelles. Justement, et c'est le troisième pilier, le plus important, agir. L'action publique ne peut se limiter à la répression. Elle doit être aussi éducative, préventive, visible. Il faut partout dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos médias, réaffirmer que la laïcité n'est pas l'effacement des identités, mais la garantie d'un espace commun où chacun, dans le respect de l'autre, a sa place. Cela suppose de donner aux collectivités locales, aux associations de terrain, aux concitoyens et aux collectifs citoyens les moyens d'intervenir, de sensibiliser, de protéger. Cela suppose aussi que l'État reste ferme et constant dans la lutte contre toutes les formes de haine, antisémitisme, racisme, homophobie, haine anti-musulmans, car elles ont un même fondement, le refus de l'autre à minima, son effacement dans les manifestations les plus extrêmes. Cette action, nous devons la conduire avec constance, lucidité et unité, sans démagogie mais non plus sans angélisme, avec la ferme volonté de garantir à tous nos concitoyens les mêmes droits, la même sécurité et la même considération. Mes chers collègues, la France n'a pas attendu ce débat pour agir. La lutte contre les discriminations et les actes de haine se construit sur la durée avec des politiques publiques cohérentes, concrètes et évaluables. C'est déjà dans cet esprit que, dès mars 2018, le gouvernement d'Édouard Philippe présentait un plan national contre le racisme et l'antisémitisme qui posait des fondations solides articulées autour de 4 combats structurants: lutter contre la haine sur Internet, éduquer contre les préjugés et les stéréotypes, mieux accompagner les victimes et investir de nouveaux champs de mobilisation. Ce plan était un socle et dans sa continuité, les gouvernements successifs ont poursuivi et renforcé ces efforts, notamment à travers les stratégies nationales de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, ou encore les plans de lutte contre les haines antireligieuses. C'est donc un travail qui se poursuit, qui s'adapte et qui doit encore s'amplifier pour répondre aux mutations des discours de haine, à leur diffusion plus rapide et à leur banalisation insidieuse. Tous les discours de haine, mes chers collègues, d'où qu'ils viennent, et même lorsqu'ils viennent de certains bancs de l'Assemblée nationale. Ainsi, mes chers collègues, dans ce combat, ne cédons ni à la complaisance, ni à l'excès. Ne tombons ni dans le déni, ni dans la surenchère. Car chaque citoyen français ou habitant en France doit se sentir protégé dans sa dignité, dans son identité, dans sa foi. Et c'est ainsi qu'il sera un citoyen qui croit davantage à la République. En fait, et tout simplement, mes chers collègues, soyons lucides, déterminés et soyons simplement républicains. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Elsa Faucillon pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Il y a un an, alors que l'extrême droite menaçait de s'imposer aux législatives, j'ai vu de la peur, de la colère et même de l'angoisse qui pesait sur le quotidien de nombreux citoyens et en particulier celles et ceux frappés par le racisme, par l'antisémitisme et par l'islamophobie. Peu après les élections, de nombreuses personnes d'ailleurs de confession musulmane m'ont parlé d'un vote de survie face à un climat islamophobe qui empoisonne leur quotidien. En fait, ils aimeraient tellement qu'on parle d'autre chose, du droit au logement par exemple, des profs en nombre suffisant dans les écoles
pas du voile que portent les accompagnatrices scolaires, du prix des aliments qui ne cesse d'augmenter, pas de l'huile qui manquerait à cause du ramadan. Et pour tous ceux avec qui j'ai échangé, musulmanes et musulmans, mais aussi ceux qui se tiennent à leur côté ou ceux qui sont considérés comme musulmans tout simplement parce que maghrébins, ils vivent bien souvent les attaques comme un océan d'hostilité et l'atmosphère devient suffocante. Ils veulent vivre leur confession dans le respect. C'est une part seulement de leur être, pas tout leur être, et c'est une part qui est intime. L'islamophobie, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, est une oppression qui vise les musulmanes et les musulmans et celles et ceux qui sont perçus comme tels en les enfermant dans une identité figée. Ancrés dans l'histoire coloniale européenne, les préjugés nourrissent l'illusion d'une incompatibilité entre l'islam et les valeurs européennes, agitant le spectre d'une prétendue islamisation sur lequel prospèrent les mouvements d'extrême droite racistes et xénophobes. Et faut-il encore le rappeler, les musulmans et les musulmanes sont les premières victimes de l'obscurantisme et de la violence de l'islamisme. L'islamophobie a des conséquences bien réelles pour nos concitoyens musulmans. Près de la moitié des musulmans vivant dans l'Union européenne déclarent subir des discriminations au quotidien. Dans notre pays, depuis mai 2017, au moins 77 attaques ont visé des mosquées. Parmi elles, je pense à l'attaque tragique contre la mosquée de Bayonne, où Claude Cinquet, ancien candidat du Rassemblement national, a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'ouvrir le feu, blessant grièvement des personnes. Selon le ministère de l'Intérieur, 173 actes anti-musulmans ont été recensés en 2024. Mais ce chiffre, comme le révèle le rapport introductif, est bien en deçà de la réalité, car ne sont comptabilisés que ceux signalés aux autorités. Et face à une islamophobie systémique, combien osent encore franchir la porte d'un commissariat? Combien sont assurés qu'ils vont être crus? Ces chiffres illustrent donc bien la difficulté à recenser ces actes et l'initiative de l'Association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans devrait, je le souhaite, nous permettre d'obtenir une radiographie plus précise. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par l'islamophobie. D'après le collectif Nous Toutes, elles sont la cible de 75% des agressions. Dans le discours public depuis des années, les femmes musulmanes, particulièrement celles qui portent le voile, sont la cible de discours violents. Chaque recoin de la société devient un prétexte pour restreindre un peu plus la liberté des femmes musulmanes, sous couvert bien sûr toujours d'une laïcité dévoyée en outil d'exclusion. Je pense en 2015 à M. Ciotti qui proposait l'interdiction du voile à l'université, soutenu par Manuel Valls en 2016. Michel Barnier et Bruno Retailleau allaient plus loin, appelant à bannir le voile jusque dans l'espace public, reprenant la rhétorique du Rassemblement national. Et je pense évidemment à M. Odoul qui n'a rien trouvé de mieux que de chercher à humilier une femme qui venait assister à un conseil régional, et il le fait devant son enfant. Derrière ces attaques, il y a une vieille logique coloniale qui refait surface, celle qui hier prétendait libérer les femmes en leur arrachant leur voile en Algérie. Une domination d'hier qui se perpétue aujourd'hui sous d'autres formes, celle de lois islamophobes. Quand les femmes veulent se libérer, elles le font elles-mêmes et nous les soutenons. Ce lundi, le ministre des Outre-mer déclarait « La haine des Juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman en France comme ailleurs ». Comment autrement organiser la guerre des religions plutôt que la rencontre et le dialogue qui sont si essentiels? Il ne fait là que renforcer le mythe d'un nouvel antisémitisme prétendument importé par l'immigration et l'islam, tout cela au service de l'extrême droite et de sa normalisation. Pourtant, combattre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est refuser toutes leurs formes sans hiérarchie ni instrumentalisation. Je vois que je vais devoir bientôt terminer. Je veux dire que face à toutes les attaques et l'oppression que subissent les musulmans et les musulmanes, nous avons besoin de reconstruire des digues pour résister à cette hégémonie culturelle qui cherche à faire des Français de confession musulmane ou qui résident sur notre territoire un ennemi de l'intérieur. Ça suffit et j'espère réellement que ce rapport est un premier pas nécessaire pour cela. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le discours de nos collègues d'extrême gauche est complètement dangereux et irresponsable.
Vous creusez les divisions dans notre pays pour cultiver une rente électorale auprès d'une communauté. En faisant croire à une haine anti-musulmane en France, vous manipulez cette communauté. En faisant croire à cette prétendue haine, vous montez les Français les uns contre les autres et vous voulez faire croire aux musulmans de France qu'ils seraient des sous-citoyens et les enfants maltraités de la République. Le tout sur fond de forte émotion autour de Gaza. En somme, vous jouez avec les allumettes au-dessus d'une piscine de kérosène. Vous rêvez de tension dans la société, nous rêvons d'unité républicaine. Tout ça pour 173 actes anti-musulmans par an. Un acte anti-religieux est un acte de trop, mais tout de même, prenez conscience de l'échelle des périls. On recense en 2024 1600 actes antisémites, 1000 actes anti-chrétiens, 173 actes anti-musulmans, en baisse de 30% par rapport à l'année précédente. Dans le palmarès de la haine, nous débattons aujourd'hui du troisième problème en termes de grandeur, mais du premier selon le ressenti de la gauche, ou plutôt selon sa décision. Mon propos n'est bien évidemment pas de nuancer la gravité des actes islamophobes. Nous condamnons strictement et sans la moindre ambiguïté ni réserve toute agression visant une personne en raison de ses convictions religieuses et quelle que soit sa religion. La République protège les croyants comme ceux qui ne croient pas. Nous savons que l'extrême gauche lance ce sujet pour flatter une communauté et s'attirer ses bonnes grâces électorales. Les ouvriers et les salariés vous ont abandonné pour le bloc patriote. Vous voulez devenir le parti des minorités et faites de l'électorat musulman votre priorité. Votre parti, c'est celui du communautarisme. Le nôtre, avec Éric Ciotti et Marine Le Pen, celui de la République. Alors parlons d'islamophobie. Les agressions à l'encontre des religions sont essentiellement motivées par la haine. Dans toutes ses formes, la haine n'est que l'expression violente d'une conjugaison de bêtises, de méchanceté et d'ignorance. Mais je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. Bien évidemment, ce constat ne saurait en aucun cas justifier la moindre clémence à l'égard de ces comportements que nous condamnons sans réserve, je le redis ici. Nous devons donc nous demander si ces peurs sont des phobies ou si elles sont rationnelles. Je rappellerai qu'une phobie est un trouble anxieux où l'angoisse se focalise sur un objet, une situation ou une activité précise qui ne la justifie pas. Et qu'est-ce qui alimente l'islamophobie ? Les nombreux attentats terribles commis en France par l'islamisme et son totalitarisme, la présence croissante dans l'espace public des signes de cet islam radical, le burkini, le hijab, la montée de l'antisémitisme dans une partie de la communauté arabo-musulmane, ce qu'a rappelé Manuel Valls, le comportement de certains musulmans extrémistes qui sont ouvertement en conflit avec notre culture, nos mœurs et notre mode de vie. Enfin, à l'international, les privations de liberté dans des pays dirigés par un pouvoir islamiste et le sort réservé par l'islam radical aux minorités persécutées. De nombreux Français ont donc effectivement peur de l'islam, à tort ou à raison, mais en pleine conscience et à travers des réalités concrètes. Le terme d'islamophobie est en ce sens complètement inapproprié et il serait plus juste de parler d'islamo-sceptique. Vous ne voulez pas que la haine des musulmans s'installe, nous non plus. Tous ici, nous avons des électeurs musulmans dans nos circonscriptions. Personne ici, aucun groupe n'a le monopole de cet électorat. Vous voulez enfermer des millions de Français dans un déterminisme odieux et anti-républicain. Contrairement à vous, nous n'assignons pas les musulmans à l'islam, mais à la République. J'ai peur de vous choquer, voire de provoquer sueurs froides et malaises physiques dans vos rangs en vous annonçant une terrible nouvelle. Oui, de nombreux musulmans votent aussi pour l'UDR et le Rassemblement national. Oui, pour Éric Ciotti et Marine Le Pen, de Nice à Hénin-Beaumont, comme partout en France. Des musulmans refusent votre discours victimaire et vos manipulations. Notre différence, c'est que nous ne parlons pas aux musulmans comme à des musulmans, mais comme à des Français à part entière. Nous ne flattons pas des origines, nous défendons l'universalisme. Nous défendons un creuset républicain uniforme, alors que vous défendez une France archipélisée et morcelée. La meilleure arme contre la peur de l'islam, c'est l'assimilation dans la République. En France, nous devons vivre comme des Français. Il faut défendre et imposer la loi. Notre mode de vie à tous, à Marseille comme à Paris, on doit vivre à la française. Oui, la peur de l'islam existe, mais pour la faire redescendre, vous faites fausse route. On n'interdit pas aux gens d'avoir peur, à part dans les régimes communistes qui vous inspirent si souvent. Il n'y a pas de réponse pénale à la peur, il ne peut y avoir qu'une réponse humaine. En ce sens, je préfère me tourner vers nos compatriotes musulmans et leur dire « rassurez les non-musulmans, rassurez les islamo-sceptiques, participez aux manifestations contre le terrorisme, affirmez haut et fort que vous privilégierez la loi de la République par rapport à la charia, luttez contre le totalitarisme islamique, prônez l'égalité homme-femme, vivez votre foi dans la sphère privée.
Nous devons réduire drastiquement les flux migratoires pour assimiler et faire la République partout pour faire des Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Julien Audoul pour le groupe du Rassemblement national. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce débat ne devrait pas avoir lieu parce que le mot islamophobie n'a aucune réalité juridique, sociale, historique. Il n'existe pas. Et surtout, il n'existe pas en France. Il n'existe pas parce que les Français de confession musulmane ne sont pas discriminés en raison de leur religion dans notre pays. Ce mot n'a pas été conçu pour protéger. Il a été fabriqué pour interdire. Interdire la critique, interdire la contestation de l'islam politique, interdire le blasphème. Chers collègues, ce mot tue. Il tue la liberté, il tue la pensée, il tue ceux qui refusent de se soumettre comme Samuel Paty ou la rédaction de Charlie Hebdo. L'islamophobie met une cible dans le dos à tous ceux qui osent défier l'idéologie islamiste. De la jeune Mila à l'imam Chalgoumi, en passant par tous les professeurs de la République qui font respecter la laïcité. Aujourd'hui, une voix courageuse se fait entendre, celle de Mayar Monchipour, ex-champion de boxe franco-iranien. Il a dit non. Non au voile dans le sport, non à l'effacement des femmes, non à la lâcheté ambiante, non aux idiots utiles de l'islam politique. Depuis 48 heures, c'est un déversement de haine qu'il reçoit sur les réseaux sociaux avec un triptyque caractéristique, facho, traître, islamophobe. Je veux ici saluer et remercier Mayar Monchipour, cet homme, ce résistant qui a rappelé une vérité qui ne devrait plus faire débat en France. Le voile est l'étendard des frères musulmans. Si le voile est la bannière de l'islam politique, l'islamophobie est son cheval de Troie. C'est une arme idéologique forgée par les frères musulmans, promue par le soft power islamiste et diffusée jusque dans les recommandations du Conseil de l'Europe et dans les directives de l'ONU. Le soft power islamiste vise à instrumentaliser la compassion, à détourner la mémoire, à manipuler les institutions et à imposer dans le débat public une novlangue. Des officines comme le FEMISO, l'EMISCO ou le CCIE, émanation du CCIF dissous chez nous, reçoivent des subventions et organisent des conférences avec des élus LFI. Ces mouvances diffusent leurs récits dans les écoles, les médias, les collectivités. À Strasbourg, à Rennes, à Grenoble, les Verts autorisent le burkini et les succursales du CCIF avec l'argent public. Si les islamistes nous infiltrent, c'est parce que certains partis politiques islamo-gauchistes ont fait le choix de la collaboration. Aujourd'hui, les Verts défendent moins la nature que l'environnement islamiste. Comment osez-vous donner des leçons de tolérance et d'inclusion quand vous invitez à vos universités d'été le rapport Médine, islamiste, antisémite, sexiste, homophobe? Quel palmarès et quelle honte! Marine Tondelier, elle, préfère embrasser le terroriste Salah Hamouri lors d'une manifestation, quand Sandrine Rousseau considère que le voile islamique est un embellissement de la femme. Ces féministes en carton recyclé versent de grosses larmes sur le sort des femmes en Iran ou en Afghanistan et en même temps font la promotion du dress code islamique en France. 67% des jeunes salariés disent faire face à des faits religieux au travail. On refuse de s'asseoir à côté d'une femme, on réclame des salles de prière, on exige des passe-droits. Voilà le véritable séparatisme dont vous êtes les complices. Soyons très clairs, personne ne rejette les Français de confession musulmane. Aucun parti et sûrement pas le Rassemblement national. Mayotte, département français où nos compatriotes de confession musulmane représentent 95% de la population, a voté à 60% pour Marine Le Pen. Chaque année, entre 400 000 et 500 000 étrangers venus majoritairement de pays musulmans rejoignent la France. Où est la haine? Où est le rejet? Il n'y en a pas. Ce que nous rejetons en revanche, ce que la majorité des Français de confession musulmane rejettent, c'est l'islamisme et toutes ses composantes mortifères, le salafisme, le frérisme, le tabligh. Tous ceux qui veulent remplacer notre constitution par la charia, tous ceux qui utilisent la religion comme instrument de conquête.
Pour des raisons électoralistes, l'extrême gauche crée un amalgame intolérable entre les musulmans et les islamistes. L'urgence et ce qui devrait tous nous rassembler au-delà des divergences, c'est la lutte acharnée contre l'islamisme. À ce titre, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur qui semble avoir des éléments précis sur la dangerosité des frères musulmans. Marine Le Pen et le RN alertent sur cette menace depuis de longues années. Qu'attend le gouvernement pour interdire cette organisation totalitaire qui étend ses tentacules partout sur le territoire national et jusqu'au cœur de la mosquée de Paris? Dans ce combat vital pour la République, faire semblant est une trahison, se payer de mots est une capitulation. Au Rassemblement national, nous sommes les défenseurs d'une certaine idée de la France, une République laïque, libre, fière de ses valeurs, une République qui refuse le passage à l'heure islamiste. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Amélie Alakrafi pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la ministre, mes chers collègues, on ne va pas taire les choses et c'est vrai que beaucoup d'entre vous ne les ont pas tues. Notre pays connaît une montée de l'intolérance, une réactivation des tensions dites communautaires sur fond de crise au Proche-Orient. C'est ce qu'on nomme traditionnellement l'importation du conflit israélo-palestinien. Mais le contexte international a bon dos et ces tensions ne datent pas d'hier. Elles se concrétisent par des statistiques qui font froid dans le dos, avec une augmentation des violences en direction de communautés religieuses ou ethniques qui ont explosé. On note notamment plus de 1500 actes antisémites, plus de 170 actes anti-musulmans et plus de 700 actes anti-chrétiens. Bien entendu, le nombre d'actes antisémites est celui qui heurte le plus les esprits, car il concerne une communauté qui ne constitue qu'une infime portion de la nation française, 1%. Je ne peux hélas pas nier le fait que, dans de nombreux faits divers, beaucoup des auteurs de ces violences sont des musulmans, manipulés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et à la télévision et par l'instrumentalisation d'une situation dramatique à 4000 km de chez nous. D'autres sont influencés par des courants obscurantistes que l'on trouve dans certaines mosquées ou sur Internet et contre lesquels il convient de lutter beaucoup plus fermement. Il convient de dénoncer également certains partis politiques de gauche, voire d'extrême gauche, ils se reconnaîtront, qui jettent de l'huile sur le feu pour des raisons électoralistes, dit-on. Je les laisse à leur calcul. Mais je constate également le flot d'insanité et de haine qui ressurgit à chaque drame ou même à chaque incident dans lequel est impliqué un musulman, à chaque nouvel épisode de cette interminable polémique sur le voile ou bien à chaque nouveau différend avec un pays du sud de la Méditerranée. Certains partis et médias se font désormais les relais de cette haine, souvent couverts d'une interprétation excluante de la laïcité. Et bien souvent, ils utilisent la triste augmentation des actes antisémites pour cibler, à mots couverts, mais le message est clair, les Français de confession musulmane. C'est en particulier le cas d'une certaine droite dure et de l'extrême droite qui, par ce biais et en mettant en avant des arguments faussement républicains et respectables, dissimule en réalité ce qui n'est que du racisme. On fait ainsi aisément l'amalgame entre musulmans et islamistes, et d'ailleurs aussi entre arabes et musulmans, et on fait aussi souvent l'amalgame entre islamisme, voire l'islam, et le terrorisme. Bien entendu, ce que nous pouvons appeler la communauté musulmane, même si je ne fais pas la différence entre Français, a également un travail à accomplir. Il y a des personnalités radicalisés, c'est vrai. Il y a des individus ou des quartiers qui vivent repliés sur eux-mêmes et qui peuvent nourrir, et qui nourrissent même une haine de la modernité. Il existe des pressions ou des pratiques qui empêchent délibérément de nouer du lien avec le reste de la société. Il n'y a en effet pas à ce jour d'autorité légitime qui coordonnerait un islam conforme aux principes de la République. Mais l'immense majorité des Français musulmans souhaitent avant tout vivre en paix dans ce pays, la France qui est le leur. Ils souhaitent aussi, et c'est leur droit, avoir la liberté de pratiquer leur culte, et ils le font. Pour eux, chaque nouvel attentat ou drame impliquant un musulman
est vécu comme un coup de poing dans le ventre. Et le flot de commentaires haineux qui suit dans certains médias ou chez certaines personnalités politiques est ressenti comme une violence supplémentaire, et c'est la double peine en quelque sorte. En tant que femme musulmane et élue, je ne peux non plus rester silencieuse face à la montée d'une stigmatisation des musulmans que certains de nos responsables politiques alimentent par leurs outrances. Quand on associe l'antisémitisme au monde arabo-musulman sans nuance, quand on pointe des pratiques religieuses banales comme des menaces, on ne cible pas seulement l'islamisme, on me vise moi et des millions de Français stigmatisés. Ces amalgames ne sont pas seulement des maladresses, ils sont des conséquences et de mon point de vue, ils trahissent notre promesse républicaine d'égalité. Nous devons à l'inverse bâtir une parole publique qui nous élève et pas qui nous divise. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Delogu pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. En fait, on s'en fout complètement de ce que tu as envie de dire. Allez, allez. Bonjour. Monsieur le député, bonjour. Concentrez-vous sur votre intervention. Je me fais invectiver, comme d'habitude. Ah là là. C'est bien parce que tu as beau faire des photos de charme, tu ressembles à rien en fait. C'est ça ton problème. Allez, allez, allez. Je lance le chronomètre. Allez-y, le temps est parti. Président, ministre, collègues, j'aimerais commencer par rappeler à tous les Français que la République leur appartient indépendamment de leur religion, leur couleur de peau et leur origine. Notre République a pour ambition de traiter ses enfants à égalité. Elle ne fait pas de différence entre nous, car elle est laïque et elle respecte toutes les croyances. Mais il ne suffit pas de le dire. Pour que cela existe, c'est un chemin, celui de tout un républicain. Aujourd'hui, l'égalité républicaine n'est plus garantie pour les Français musulmans. Chaque jour, une nouvelle polémique vient un peu plus les humilier jusqu'au plus haut sommet de l'État. Lundi, les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menace la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des générations d'islamistes. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Il était trop occupé à libérer la France à Monte Cassino pendant qu'une partie de la classe politique qui ressemble étrangement à celle qui est sur ces bancs sombrait dans la collaboration. Ce sont les mêmes mots, les mêmes amalgames que l'on trouve dans la bouche des ministres français bollorisés et les chiens de garde médiatiques, les Pascal Praud, Hanouna, Geoffroy Lejeune ou ce cher Jean-Jacques Bourdin. Et oui, je vous demande, quelle est la différence aujourd'hui entre le Conseil des ministres et le plateau de BFM TV ou de CNews? Les Français ne se sentent pas en sécurité? Vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se chauffer? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert? Vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Et pendant que vous faites durer ce cirque raciste, vous ne vous occupez pas des vrais problèmes des Français. Ah, quand il faut se mettre en scène pour rompre le jeûne et gratter quelques voix, vous ne manquez jamais à l'appel. Mais quand il s'agit de marcher contre toute forme de racisme et pour l'unité du peuple, il n'y a plus personne. Les donneurs de leçons n'étaient pas là. Ils étaient sur les plateaux télé en train d'attiser la haine entre les Français juifs et les Français musulmans et de propager des fake news monumentales. Pour vous, c'est polémique. Pour vous, c'est une polémique de plus. Pour des millions de Français de toute confession, c'est une blessure qui s'ajoute à une peur bien entretenue. Je pense aux mamans de mes quartiers blessées dans leur chair car elles portent un voile, à leurs enfants humiliés tous les jours,
aux Juifs de ce pays qui vivent dans la peur et je veux leur dire, tenez bon, ne cédez pas et ne baissez pas les yeux, car la France, sans vous, ne peut pas être la France. Je vous en fais le serment, notre force politique, c'est la vôtre et nous vous abandonnerons jamais face au racisme et à la haine. Oui, nous combattrons toujours le poison de la division. Nous tiendrons toujours à vos côtés. Nous défendrons toujours tous les enfants de la République, car c'est l'honneur, c'est cela, l'honneur de la France. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Romain Eskenazi, du groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Merci. Depuis mon élection, c'est la première fois que j'ai l'honneur de m'exprimer à cette tribune et je le fais aujourd'hui sur une thématique à l'origine de mon engagement politique il y a 20 ans, contre l'exclusion, contre la haine et donc contre l'extrême droite et ses idées. Avant d'être un homme de gauche, je suis un républicain, foncièrement attaché à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à la laïcité. J'aspire à une société où chaque citoyenne et chaque citoyen, quelles que soient ses croyances, puissent vivre en paix, en sécurité. La semaine dernière, j'intervenais ainsi en commission pour défendre une résolution visant à faire de la lutte contre l'antisémitisme une priorité des politiques publiques européennes à travers une action globale de lutte contre toutes les haines. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, au nom du groupe socialiste et apparenté, dans le cadre d'un débat proposé par nos collègues du groupe écologiste et social pour alerter le gouvernement sur des phénomènes qui gangrènent notre société et le vivre ensemble dans notre pays, l'islamophobie et la haine anti-musulmane. De quoi s'agit-il ? Près de 6 millions de Français de confession musulmane vivent dans notre pays et nous ne pouvons que constater la hausse des actes anti-musulmans désignant des violences, des menaces ou des discriminations censées être réprimées par la loi. Ces actes ont augmenté de 30% en 2023, 173 signalés en 2024. En février dernier, la mosquée de Jargeau dans le Loiret a été incendiée et ce sont plus de 107 lieux de culte musulmans qui ont été pris pour cible en 2021. Ces chiffres alarmants sont largement sous-évalués car de nombreux délits ne font pas l'objet de plaintes. L'islamophobie, quant à elle, est une expression absente de la loi qui qualifie une hostilité, une peur ou un rejet des musulmans. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne affirmait qu'en 2024, près d'une personne musulmane sur deux au sein de l'Union se dit subir des discriminations. 70% des Français qui ont quitté notre pays étant de confession musulmane l'ont quitté en affirmant que c'était pour fuir les discriminations subies. Le phénomène est grave et massif, il est bien sûr multifactoriel, mais nous ne pouvons nier le poids des amalgames entre islam et islamisme radical et violent. L'islamisme tue. Il a tué à Toulouse, il a tué à Paris, il a tué à Nice. L'islamisme est l'ennemi de la République. Nous devons le combattre sans naïveté, avec force et détermination. Mais les millions de Français musulmans qui pratiquent un islam pacifique ne peuvent être les victimes collatérales de cette guerre menée au nom de nos valeurs et de notre survie. Or, ces amalgames qui mettent en péril le vivre ensemble sont alimentés par les médias et par certains responsables politiques. Les propositions de mesures discriminantes portées par une partie de la droite et par l'extrême droite se multiplient, soi-disant pour faire face à la montée du communautarisme. Or, bien souvent, ce ne sont pas nos compatriotes musulmans qui s'excluent de la République, ce sont les politiques qui les rejettent et renforcent de fait le phénomène qu'ils prétendent combattre. Le sport, l'université ou encore la participation à la vie de la collectivité sont des outils émancipateurs de la République. Ainsi, en interdisant aux femmes musulmanes portant le voile de faire du sport dans un cadre collectif, en les interdisant d'étudier à la faculté ou encore de participer aux sorties scolaires en tant qu'accompagnatrices, l'État ne ferait que nuire à l'intégration de ces citoyennes et renforcerait ainsi le sentiment d'expulsion, d'exclusion et de repli sur soi. Ces attaques en règle d'une partie de la droite et de l'extrême droite sont bien souvent menées au nom de la laïcité, dont le sens a été totalement perverti par ignorance ou calcul politicien. L'article 1 de la loi de 1905 dispose « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public. La neutralité concerne l'État, ses agents, ses services et les élèves justement pour garantir cette liberté de culte. Je le dis avec force au Rassemblement national. En voulant interdire le voile dans la rue, vous confirmez une fois de plus que vous n'êtes pas un parti républicain, car cette mesure serait radicalement opposée au principe de laïcité, fondateur de notre République.
Le président du CRIF et de la LICRA écrivait en 2011 « Le musulman a pris la place tenue hier par le juif, l'arabe ou l'immigré dans la dialectique frontiste ». Je ne fais pas ici la promotion du voile. S'il est en Iran ou en Afghanistan un outil d'oppression de la femme, il ne doit pas devenir ici un instrument de discrimination et d'exclusion de nos compatriotes musulmanes. Les femmes doivent avoir le choix et être libres de leur choix. Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Eh bien, c'est en tant qu'élu républicain et laïque, ne pratiquant moi-même aucune religion, que je me battrai pour la liberté des musulmanes de vivre comme toutes les autres citoyennes dans notre pays. Alors que faire contre ce phénomène ? Il faut d'abord mettre fin à la surenchère législative contre nos compatriotes musulmans. Il faut également mieux appliquer la loi pour protéger les victimes de discrimination. D'après l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité diligentée par le ministère de l'Intérieur, il y a chaque année entre 0 et 6 condamnations pour actes racistes, alors que plus d'1 million de personnes se disent victimes d'actes racistes. Il faut donc renforcer les moyens de la DILCRA, notamment pour permettre de mieux financer les associations d'aide aux victimes qui se portent partie civile dans les procès. Il faut développer les actions de sensibilisation sur la connaissance des religions, renforcer les actions éducatives et susciter des rencontres et des échanges qui sont les meilleures armes contre les préjugés. Mais la parole politique a également son importance. Les partis et les responsables politiques qui attisent la haine n'ont pas peur des mots. Face à la haine et à l'intolérance, opposant l'amour et la bienveillance. Et nous non plus, n'ayons pas peur des mots. Alors je le dis, dans le temple de notre démocratie, en tant qu'élu de la nation, à tous nos compatriotes musulmans, je le dis à nos compatriotes juifs, je le dis à toutes celles et ceux qui se sentent exclus et discriminés, la République vous aime. Merci, monsieur le député. La parole, pour terminer cette liste, est à monsieur Philippe Juvin pour le groupe de la droite républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, non, la France n'est pas islamophobe. Mais oui, il existe d'authentiques actes anti-musulmans. Oui, des discours racistes assimilent la religion musulmane, le djihadisme, le terrorisme. Oui, certains professent l'idée, bien évidemment fausse, qu'on ne pourrait pas être musulman et aimer la France. Et oui, certains discours laissent entendre aux musulmans qu'ils ne seront jamais totalement français. Tout cela est vrai. Alors, du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, à vous, mes compatriotes musulmans, je veux dire, vous êtes mes frères en citoyenneté. Et partout où vous serez menacés parce que vous êtes musulmans, partout où vous aurez à souffrir de tels dénis de francité, partout, vous nous trouverez debout à vos côtés. Car je me souviens de Monte Cassino. Car ma France n'a pas de problème avec l'islam, ni avec les musulmans. En revanche, ma France, oui, elle a un problème avec l'islamisme, qui place une loi divine, intangible, au-dessus des lois humaines et à l'abri des interprétations. Et pour reprendre les mots de la philosophe Sylvia Nagasinski, l'islamophobie est un concept politique qui brouille les cartes et sert à masquer le prosélytisme islamiste. Pour les islamistes, c'est simple, vous êtes islamophobe quand vous critiquez la religion. Vous n'y croyez pas? Eh bien, écoutez Salman Rushdie. Il nous dit que ces versets sataniques seraient aujourd'hui qualifiés d'islamophobes. Or oui, en Europe, on a le droit de critiquer Dieu. Et critiquer Dieu, ce n'est pas professer la haine des croyants. C'est même la première de nos libertés d'expression. C'est même cette liberté vis-à-vis des textes sacrés qui a permis le développement intellectuel de l'Europe. Parce que quand l'homme est libre vis-à-vis de Dieu, il est totalement libre d'inventer, d'étudier, de vivre, de créer, d'aimer. En revanche, quand il est tenu par des textes sacrés dont on ne peut changer même une virgule, l'homme est soumis. Et dans les pays où la loi religieuse prévaut, la science est aux ordres, la théorie de l'évolution est fausse, la Shoah n'a pas existé, les filles ne vont pas à l'école, la création artistique est bridée et on est condamné quand on aime qui on veut. Écoutez Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, face à la montée des fondamentalismes, nous devons pouvoir défendre la laïcité et la liberté d'expression sans avoir peur de nous faire traiter d'islamophobes. Alors que cherchent les islamistes avec le mot islamophobie? À monter les Français les uns contre les autres. Car en prétendant
que critiquer la religion, c'est détester les croyants, ils veulent faire croire aux musulmans que la France les déteste, qu'ils sont opprimés et qu'étant opprimés, ils doivent se défendre en exigeant une communautarisation de la société, c'est-à-dire en réalité sa fragmentation en groupes qui à un moment deviendront forcément antagonistes. Et ça marche. 73% des jeunes musulmans disent préférer leur religion à la République. Et qui sont les premières victimes de cette situation? Les Français musulmans. Car en traitant de racistes tous ceux qui refusent les signes religieux à l'école ou sur le terrain de sport, les fondamentalistes essentialisent les musulmans en les ramenant toujours à leur religion pour les séparer du reste de la nation. Alors que faire? Comment éviter que deux France se regardent avec défiance? D'abord, permettre à chacun, et particulièrement aux femmes, de choisir comment elles veulent mener leur vie. Investir dans l'éducation avec une école qui fasse aimer la France et forme à l'esprit critique et à l'acceptation d'un désaccord respectueux. Faire que l'État fonctionne et réponde à la promesse d'un avenir meilleur. C'est la lutte également, et peut-être surtout d'ailleurs, contre les discriminations. Car les discriminations, c'est le terreau le plus fertile pour jeter les jeunes dans le bras des islamistes. C'est enfin l'organisation, avec les musulmans, d'un islam de France, car un islam désorganisé, c'est une proie facile pour les islamistes. La lutte contre les islamistes ne se fera pas sans les musulmans. Notre combat, à nous tous, ça devrait être celui-ci, mes chers collègues, intellectuel, moral, politique. Notre promesse républicaine, c'est de traiter chaque individu comme citoyen avant tout, c'est-à-dire se reconnaître dans les lois de la République, plutôt que dans toute autre norme, fût-elle religieuse. Alors, à vous, Français musulmans qui aimez la France, je le redis, nous sommes frères en citoyenneté. Ne vous laissez pas manipuler. Les islamistes veulent vous enfermer. Ils vous mentent. Non, je le redis, la France n'est pas islamophobe, elle est accueillante. Et je vous ouvre mes bras. Nous sommes tous les enfants de la même République. Merci. Monsieur le député. Tous les orateurs de groupe se sont exprimés. La parole est maintenant à Madame Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les co-rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. La République est une promesse qui nous engage, une promesse qui nous lie. Celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Une promesse qui nous rappelle à chaque instant que nous ne sommes pas une juxtaposition de communautés, mais une nation de citoyennes et de citoyens unis par des valeurs et des principes pour lesquels nous ne devons jamais cesser de nous battre. Nous battre pour l'égalité, pour la dignité, pour ce contrat qui est au fondement même de notre démocratie. Être reconnu et protégé par la République, quelles que soient ses origines, sa religion, son identité réelle ou supposée. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de débattre d'une réalité qui ne doit pas avoir sa place dans notre République, la haine dirigée contre nos concitoyens de religion ou de culture musulmane. Certains l'appellent islamophobie. Je récuse et fermement ce terme. Il porte en lui une ambiguïté dangereuse, trop souvent instrumentalisée, et il ne dit pas ce que nous combattons. Et ce que nous combattons, ce n'est pas ce que la République permet, depuis la suppression du délit de blasphème, c'est-à-dire critiquer librement, moquer librement, caricaturer librement une religion. Et en France, certains ont payé de leur vie pour ce droit au blasphème et à la caricature. Ce que nous combattons, c'est l'essentialisation. C'est celle qui enferme nos concitoyens de ce qu'on pense qu'ils sont et celle qui les limite à leur identité. Et la distinction est déterminante. D'un côté, il y a les critiques légales dans le cadre des lois de la République. De l'autre, il y a les actes et des discours qui, eux, tombent sous le coup de la loi pénale. C'est pourquoi les termes et l'emploi des termes haine anti-musulman est celui qui convient à notre cadre républicain et au combat qu'ensemble nous devons mener et avec détermination, précisément au nom de la promesse républicaine. En 2024, 173 actes anti-musulmans ont été recensés. Cette diminution de l'ordre de 29% par rapport à l'année précédente doit cependant être mise en miroir des chiffres publiés il y a quelques jours par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Ce dernier a enregistré 16 000 infractions à caractère raciste, xénophobe et anti-religieux pour l'année 2024, soit une hausse de 11% en comparaison de l'année passée.
Depuis 2016, ces actes augmentent en moyenne de 8% par an. Nous assistons bien à une hausse globale et préoccupante des actes de haine et de violence, un phénomène que nous ne devons et ne pouvons ni minimiser ni relativiser. Car ces chiffres, nous le savons, ne reflètent qu'une partie de la réalité. Combien de victimes, par crainte ou par résignation, ne portent pas plainte? Combien subissent dans le silence des agressions physiques, des intimidations, des attaques de lieux de culte ou la haine sur les réseaux sociaux? Combien subissent la conséquence de cette haine et la discrimination au quotidien? En 2019, 31% de nos compatriotes musulmans déclarant avoir subi une discrimination l'attribuaient à leur religion, contre 15% lors de la précédente enquête il y a 10 ans. Et cette hausse est inacceptable et nous devons être intransigeants. Nous ne pouvons accepter ni les attaques haineuses, quelles qu'en soient les formes, ni les discriminations qui finalement disent à certains de nos concitoyens « tu ne seras jamais tout à fait des nôtres ». Nous devons les combattre sans relâche, avec la même détermination, sans distinction ni hiérarchie. Nous devons les combattre avec la force de nos convictions et l'engagement indéfectible de celles et ceux qui refusent la haine et refusent qu'elle devienne une fatalité. Être républicain, c'est être acteur, c'est refuser l'indifférence, ce poison qui gangrène notre société et permet aux injustices de prospérer. Et je veux le dire très clairement, se taire, c'est accepter. Détourner le regard, c'est encourager. Face à la haine et les discriminations, nous devons opposer l'engagement de toute notre société et l'unité de la République. Car si nous cédons à l'essentialisation, si nous cédons au piège du repli, si nous laissons s'installer l'idée que celui qui souffre dans sa chair est le seul légitime à se battre, alors nous avons déjà perdu. Depuis quand faut-il être victime soi-même pour s'indigner? Depuis quand faut-il être concerné pour agir? Oui, la lutte contre les haines et contre les discriminations est un combat universel et universaliste. Un combat pour la liberté, l'égalité, la justice, un combat pour la laïcité, un combat pour la République. Un combat qui exige des moyens, des outils, des décisions et une volonté politique. Nous menons aujourd'hui une politique déterminée pour accompagner les victimes et davantage sanctionner les auteurs. Ces dispositions, elles sont au cœur du plan que je coordonne, le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations liées à l'origine, 2023-2026, dont la DILCRA assure la mise en œuvre sous mon autorité. En ce qui concerne spécifiquement la haine anti-musulman, le rapporteur Ludovic Mendes l'a mentionné, l'État soutient l'association ADAM, association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans, et la création d'une plateforme de signalement spécifique. Ce sont des mesures concrètes, efficaces et indispensables pour mieux quantifier et donc mieux apporter des réponses appropriées. Oui, il faut agir et agir avec détermination. À ce titre, je souhaite que les travaux parlementaires engagés, notamment avec la proposition de loi déposée par Marc Ferracci, puissent reprendre rapidement. En établissant la preuve des discriminations, de tels dispositifs pourraient ouvrir la voie à un dialogue exigeant avec les entreprises et à des mesures correctives indispensables dès lors que nous voulons agir sur le réel. Trop souvent, ceux qui discriminent se cachent derrière des justifications fallacieuses, un prétendu choix subjectif, un soi-disant manque d'adéquation aux compétences ou des critères opaques et insidieux. Refuser un emploi, un candidat à cause de son nom ou de son adresse, écarter un locataire en raison de sa couleur de peau, son origine réelle ou supposée, fermer une porte sous couvert de critères jamais avoués, ça, c'est inacceptable. Mesdames et messieurs les députés, la ligne du gouvernement est claire. Elle ne souffre d'aucun compromis parce qu'il deviendrait demain autant de compromission. Et elle tient en un mot, intransigeance. Intransigeance contre tous les actes de haine et toutes les formes de discrimination. Et dans le même temps, intransigeance contre l'entrisme, le prosélytisme et l'intégrisme religieux. Car c'est un seul et même combat pour lequel il faut être d'une fermeté absolue. Tout comme nous devons être d'une fermeté absolue contre toutes les attaques contre la laïcité. En République, la laïcité est une protection, elle est une liberté. Elle n'exclut pas, elle n'exclut personne. Personne en France n'est interdit sur nos terrains de sport et chacun doit se conformer et se soumettre aux lois de la République. La laïcité, elle rassemble et elle rassemble autour de nos valeurs universelles. Et en République, la laïcité n'est pas négociable car elle est la condition même de notre liberté et de notre égalité. C'est pourquoi je veux ici réaffirmer que le gouvernement ne reculera pas. La République ne tolérera jamais la haine. Et à toutes celles et ceux qui voudraient stigmatiser, comme je l'ai entendu, la République et ses lois, je le rappelle clairement, aucune loi ne vise ou ne stigmatise dans notre pays certains de nos concitoyens en raison de leur religion,
Le faire croire, c'est attiser la haine et creuser ce fossé générationnel qui malheureusement est à l'œuvre dans notre pays. La loi française ne distingue aucun culte, ne distingue aucune religion. Le racisme, lui, hiérarchise. La loi française, elle, unifie et rassemble. La République n'acceptera jamais l'intolérance et la division, jamais les haines et les discriminations. Et je le dis avec gravité, nous ne plierons pas, car c'est de la République qu'il s'agit. La France ne sera jamais un assemblage de communautés, car la France ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous en venons aux questions. Alors là, je vais faire appel à votre discipline. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses ne doit pas excéder 2 minutes. Et si on fait un peu moins, ce sera encore mieux parce qu'on a un peu débordé et qu'on doit terminer les 2 débats, celui-ci et le suivant, avant 20 h. Il n'y a pas de droit de réplique. Les questions sont posées dès travées. Les groupes nous ont inscrit 1 ou 2 orateurs au maximum. Et la ministre répondra à chacune des questions. On commence par le groupe écologiste et social avec Madame Sabrina Sebaï. Madame Rousseau, allez-y, on va échanger l'ordre, pas de problème. Alors, parler d'islamophobie aujourd'hui, tenter de circonscrire le sujet, de l'objectiver, le réguler, semble presque vain tant cela est devenu une sorte de sport national. Pas une semaine sans une proposition ciblant les femmes musulmanes, pas un débat sur le sujet, sans amalgame entre islam, islamisme et musulmans. Aujourd'hui, la rhétorique subtile de l'ennemi de l'intérieur, de la menace insidieuse dont serait porteur à peu près chaque musulman de France est banale, commune, presque devenue imperceptible. L'islamophobie se transforme en une opinion politique alors qu'elle est une discrimination sur la base de la religion, un délit donc comme le stipule le défenseur des droits et le code pénal. Précisément parce que nous en sommes là, il est urgent d'objectiver, de comptabiliser, de rendre visible ce qui aujourd'hui ne l'est plus. Dégradation aux abords des lieux de culte, profanation de tombes, agression verbale et physique des femmes portant un voile, attentats racistes et anti-musulmans comme au centre culturel kurde Ahmed Kaya ou lors d'une projection de film dans le 10e arrondissement, fusillades aux abords des mosquées, tentatives d'assassinat et même meurtres comme celui de Jamel Benjala le 31 août 2024, la haine anti-musulman tue. Madame la ministre, à quand un observatoire de cette haine? À quand une politique publique de lutte contre celle-ci qui permette aux musulmans français de se sentir entendus et respectés? À quand des grands programmes de formation, de lutte contre le racisme dans la police, les pompiers, l'ensemble des services publics? La peur du retour des ratonnades, des agressions de rue, des menaces et des insultes est très présente. Les musulmans de France, aujourd'hui, ne se sentent pas en sécurité. À force de tous ces événements, nous tournons le dos à notre devise, écrite pourtant au fronton de chacun de nos bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, non, l'islamophobie dans notre pays n'est pas un délit, contrairement à ce que vous avez dit. La discrimination est un délit et c'est bien tout l'enjeu du débat que nous avons eu juste avant, de savoir quels sont les termes que nous devons employer, et je récuse fermement le terme que vous employez sur la question de l'islamophobie parce que justement il génère un trouble et une incapacité à agir contre ce qui devrait nous rassembler, c'est-à-dire la lutte contre toutes les formes de discrimination et la lutte contre toutes les formes de haine. Parler d'actes anti-musulmans, c'est le terme qui est approprié parce que c'est le terme qui est quantifié, c'est le terme qui est mesuré et évidemment, l'intégralité aujourd'hui de nos agents publics sont formés sur la lutte contre le racisme, sur la lutte contre l'antisémitisme, sur la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et pas uniquement d'ailleurs nos policiers et nos gendarmes, nos magistrats aussi en formation initiale, en formation continue et l'ensemble de nos agents publics. Et c'est évidemment ce qui doit être le cas dans le cadre de notre devise républicaine. Ils ne sont pas formés à la lutte contre l'islamophobie, ils sont formés à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Ceux qui veulent faire croire dans notre pays aux musulmans qu'ils n'y seraient pas les bienvenus sont ceux qui instrumentalisent ce sujet. Et je refuse qu'on instrumentalise ce sujet et qu'on instrumentalise nos compatriotes musulmans. Merci, Madame Sebaï. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en 2011 déjà, les présidents du CRIF et de la LICRA écrivaient que le musulman d'aujourd'hui a pris la place tenue par le juif, l'arabe ou l'immigré d'hier dans les discours frontistes.
Nous ne nous y trompons pas, ceux qui parlent de l'islamisation de la France sont guidés par la même obsession xénophobe que ceux qui dénonçaient la judaïsation de notre pays dans les années 30. Nous avons entendu les pires horreurs dans les déclarations de cet après-midi, venant particulièrement de l'extrême droite, qui a hurlé sa haine du musulman. Tout y est passé dans un amalgame indigeste et dangereux et au Roland de guerre de religion. On y a ainsi entendu le concept de rente électorale, d'électorat musulman. On y a même entendu que l'islamophobie n'existait pas pour des raisons de sémantique. Or, la première utilisation du terme islamophobie date de 1910 au ministère des colonies. Et on y disait déjà, il y a toujours eu, et il y a encore un préjugé contre l'islam répandu chez les peuples de civilisation occidentale et chrétienne. C'est bien notre ministère des colonies qui a utilisé ce terme. Alors, Marine Le Pen et ses soutiens proposent ainsi de bannir le port du voile dans l'espace public, à l'université, en sortie scolaire. Et pendant ce temps-là, par qui est-elle reprise? Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur de votre gouvernement. Je n'ai qu'une seule question. Combien de temps allez-vous laisser l'extrême droite vous dicter son agenda islamophobe? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la rapporteure. Personne ne dicte au gouvernement son agenda, si ce n'est les Français. Les Français attendent de nous du rassemblement et les Français attendent de nous de la fermeté. Et de la fermeté à la fois sur la lutte contre toutes les formes de haine et de discrimination et de la fermeté et le refus de toute complaisance vis-à-vis de l'entrisme islamiste. Et je ne confonds pas, moi, islam et islamiste. Ceux qui font ce parallèle, ceux qui essayent d'amalgamer ces sujets, le font malheureusement de part et d'autre de cet hémicycle. Et je pense que c'est ça le danger qui est celui de la division. Et nous devons réaffirmer fermement cette ligne républicaine, la lutte contre toutes les formes de haine et de discrimination et dans le même mouvement, la lutte contre le prosélytisme religieux, contre l'entrisme islamiste, parce que l'entrisme islamiste est le pire ennemi de nos compatriotes musulmans qui, eux, aspirent à vivre dans les lois de la République et le font déjà. Merci, Madame Soumia Bourrois. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il n'est pas anodin que nous ayons ce débat aujourd'hui dans cet hémicycle. Il vient en réponse à un climat nauséabond qui se propage dans notre pays, alimenté en premier lieu par l'extrême droite et repris insidieusement par la Macronie et la droite qui n'a de républicaine que le nom. Lorsqu'il s'agit de trouver un coupable aux maux de notre société, nos compatriotes de confession musulmane ont décidément le dos large. Parce que, faut-il le rappeler, ce sont bien une partie de nos concitoyens qui sont montrés du doigt en permanence. Cette division du peuple français en catégories et parfois même en sous-catégories de Français est insupportable. En 2021, nous aurions pu croire que la dissolution de génération identitaire serait l'amorce d'une lutte de l'État face aux ministres d'extrême droite. Pourtant, ces groupuscules continuent de tuer, d'agresser, d'insulter nos compatriotes. Que fait le ministre de l'Intérieur lorsqu'un crime raciste est commis sur le sol français après que la victime ait porté plainte suite à des actes racistes? Quelles mesures prend-il, lui, qui est si prompt à s'emparer des faits divers qui peuvent alimenter son agenda personnel? Comment comprendre qu'après le crime raciste dont a été victime Jamel Benjabala, près de Dunkerque, par un milicien survivaliste d'extrême droite, aucune réponse n'ait été apportée pour que ce crime ne se reproduise pas? Comment peut-il encore exister dans notre pays des groupuscules de milices d'extrême droite qui ne sèment que la haine de l'autre? Je ne peux croire à l'impuissance de l'État à y faire face, je crois plutôt à l'absence de volonté pour y répondre. Madame la Ministre, faut-il, face aux groupuscules racistes, les mains de l'État ne doivent pas trembler? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, heureusement que la main de l'État ne tremble pas. Et vous avez d'ailleurs rappelé que régulièrement au Conseil des ministres, des groupuscules ont été dissous. Et heureusement. Des groupuscules identitaires, des groupuscules qui essentialisent, des groupuscules qui défient la République et qui défient un certain nombre de nos compatriotes et qui les montrent du doigt, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et heureusement, et la République a raison de ne rien céder. La République agit. Il se trouve qu'aujourd'hui, grâce d'ailleurs à un signalement qui a été fait par la République, par la DILCRA en l'espèce, eh bien Éric Zemmour a été condamné. C'est la République qui a signalé ses propos. C'est l'État, par la DILCRA, qui a signalé ses propos quand il avait dit que, suite au drame de Crépol, qui était un drame épouvantable, des dizaines de morts l'avaient été du fait de la main des racailles musulmanes. Il a été condamné. Ça, c'est grâce à l'État, Madame la députée. Faire croire que l'État n'agit pas, c'est malheureusement faire monter le risque que certains de nos concitoyens pensent qu'ils ne sont pas soutenus, alors qu'ils le sont justement par l'État, et c'est ça qui devrait nous rassembler.
Merci, monsieur Nicolas Sansu. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, les actes racistes, antisémites et de discrimination montrent une France fracturée. Les actes répertoriés ne sont pourtant que la partie immergée de l'iceberg, car bien des violences subies notamment par nos concitoyens musulmans passent sous les radars. Cela a été excellemment souligné par Elsa Fossillon au nom du groupe de la gauche démocrate républicaine, qui a démontré combien les remarques, vexations, contrôles aux faciès sont des insultes à notre devise républicaine. L'extrême droite se nourrit de ce miel. Dans ce cadre, je souhaite m'arrêter sur un cas emblématique. En novembre 2024, dans les Bouches-du-Rhône, une femme musulmane, mère de famille de 43 ans, s'est fait agresser dans l'espace public par deux femmes quadragénaires qui l'ont rouée de coups pour lui arracher le voile qu'elle portait. Cette lâche et abjecte agression raciste n'est que l'illustration d'un phénomène que les services du ministère de l'Intérieur et de vos ministères connaissent bien. Les femmes sont en effet les premières victimes des crimes et délits contre les musulmans. Selon le collectif Nous Toutes, elles sont la cible de 75% des agressions, chiffre estimé à plus de 80% par l'association Lalab. Cette violence envers les femmes musulmanes dans l'espace public ne vient pas de rien. Elle accompagne la rhétorique de l'extrême droite qui vient lécher certains bancs de l'extrême centre pour toujours restreindre la liberté dans l'espace public et d'abord envers les musulmans. Notre force politique a toujours été aux côtés de celles et ceux qui subissent la haine, la discrimination, la violence de par leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle. Nous ne manquerons jamais à notre devoir. Ma question est donc très simple, Madame la Ministre. Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour endiguer la haine, la discrimination, les violences par des moyens dédiés et surtout augmentés, permettant d'être documentés, objectivés pour le respect de nos concitoyennes et d'abord les femmes musulmanes, premières victimes des actes anti-musulmans. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et qu'il ne faut pas mélanger une agression qui est une agression absolument insupportable et abjecte d'une femme qui a été agressée physiquement, rouée de coups, et qui est une agression que nous devons toutes et tous condamner, avec le fait qu'il y ait des lois de la République à respecter. Ça n'a rien à voir. Le fait que on puisse avoir dans notre République des lois à l'école par exemple, puisque vous évoquez des lois qui seraient quelque part liberticides à l'encontre de certaines femmes en disant qu'on cible des femmes qui seraient des femmes musulmanes. Non, ce n'est pas vrai. Je ne cible pas des femmes qui sont des femmes musulmanes. Je considère qu'il y a les lois de la République et que ces lois de la République, elles valent et elles prévalent pour tous et pour toutes. Et il y a de l'autre côté des agressions dont vous avez cité malheureusement une agression, j'allais dire emblématique et absolument insupportable. Les moyens, ils sont en augmentation constante. Les moyens de la DILCRA, ils sont en augmentation constante. Depuis 2017, ça a été renforcé de manière très significative. La formation de l'ensemble des agents publics a été renforcée de manière significative. L'action de l'État comme celle que je viens de citer, le fait que nous ayons des signalements systématiques, y compris quand il s'agit d'hommes ou de femmes politiques qui les professent, c'est l'action de l'État que nous mettons en œuvre pour garantir qu'ils puissent être condamnés à partir du moment où, évidemment, ils s'opposent aux lois qui sont les lois de la République. Merci. Monsieur Mathieu Bloch, pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaitais interroger le gouvernement sur les intimidations, les brimades, voire les persécutions, dont sont victimes beaucoup de musulmans dont on ne parle jamais, les musulmans sécularisés. Qui sont-ils, ces musulmans sécularisés? Ces musulmans qui pratiquent leur religion comme bon leur semble, avec l'intensité qu'ils choisissent en conscience, comme le font de nombreux catholiques, sans risquer pour autant l'excommunication. Ces musulmans qui chérissent les valeurs de la République. C'est la jeune fille qui s'habille comme ses amis, qui ne se voile pas et qui est insultée, parfois violentée, pour cette raison. C'est le joueur de football qui prend sa douche dans le plus simple appareil après le match et qui subit des remarques désobligeantes. C'est l'ouvrier qui prend sa pause déjeuner car bien que croyant à son Dieu, il considère que son travail de force et sa condition physique ne lui permettent pas de pratiquer le ramadan. C'est cet homme à Bordeaux, frappé par des corélégionnaires parce qu'il buvait un verre de rosé sur les quais de la Garonne. C'est cette femme qui décide d'assumer son athéisme alors que toute sa famille est musulmane et qu'elle est vue comme telle. Ce ne sont que des exemples, mais qui sont vécus par beaucoup de musulmans dans notre pays, sans doute la majorité d'entre eux. Et voyez-vous, chers collègues, ce sont eux qui subissent le plus d'intimidation, de brimades, de persécutions parmi les musulmans en France. Et ce ne sont pourtant pas ceux qui soucient le groupe écologiste qui a souhaité que ce débat soit mis aujourd'hui à l'ordre du jour. Parce que ces intimidations, ces brimades, ces persécutions, elles sont d'abord le fait de leurs corélégionnaires les plus rigoristes. Eux n'ont pas droit aux égards du groupe écologiste
ni bien évidemment du groupe insoumis qui bouffe volontiers du curé, mais qui essentialise le musulman. L'une de nos collègues n'a-t-elle pas dit un jour que le voilement était un embellissement avant de s'étonner d'être ensuite sifflée par les femmes iraniennes dans une manifestation? Elle est en face. Elle n'est plus là. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger nos compatriotes musulmans sécularisés de leurs coreligionnaires intolérants et des délires malheureusement présents à la gauche de ces bancs? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je crois que ce qu'il y a de pire, c'est le risque de l'essentialisation, et c'est ce que j'ai dit. L'essentialisation, c'est quoi? C'est le détournement des valeurs qui sont les valeurs républicaines universalistes. L'essentialisation, c'est considérer qu'on est ramené à son identité réelle ou supposée, et donc on devrait se conformer à ce qu'on attend de nous en raison de cette identité réelle ou supposée. La République combat fermement cette essentialisation qui enferme là où nos principes républicains et la laïcité notamment protègent et libèrent et émancipent. C'est ça que la République évidemment rappelle avec fermeté. Merci. Monsieur Roger Chudeau pour le groupe du Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. De quoi ce débat est-il le nom? Il est le nom d'un déni, il est le nom d'une supercherie, il est le nom d'arrière-pensée politicienne. Le déni, c'est celui de la réalité. 1700 actes antisémites, 1 tous les 4 par jour cette année. Actes anti-musulmans, 173. Croyez-vous vraiment que l'urgence d'un débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ne serait pas plutôt la montée de l'antisémitisme ? La pseudo-haine anti-musulmane est pour les séparatistes un écran de fumée destiné à masquer la véritable menace. La supercherie, c'est le concept même d'islamophobie qui a été forgé, selon les travaux de Madame Bergeaud-Blaclair, par les frères musulmans eux-mêmes. Madame Bergeaud-Blaclair indique « La lutte contre l'islamophobie est un djihad défensif ». Le frérisme est l'ennemi juré de la République, et notamment du principe de laïcité, et il crée ainsi une diversion passant de la posture d'accusé à celui d'accusateur et victimisant l'ensemble de l'Oumma. Ainsi, quiconque conteste l'entreprise islamiste est taxé d'islamophobe et peut se voir accusé de crime de blasphème. C'est ce procédé qui a coûté la vie à Samuel Paty. Ce rapport, un mot sur le rapport, est un monument d'hypocrisie. Il y est suggéré notamment de vider la loi confortant le respect des principes de la République, de son sens et de sa portée. Et vous appelez même à instituer un MeToo islamophobe, on croit rêver. Il est l'expression, en fait, de votre clientélisme électoral racialisé. La question, Madame la Ministre, est la suivante. Le frérisme est l'ennemi juré de la République. Quand est-ce que le gouvernement prendra enfin la décision d'interdire cette association? Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je ne peux pas vous laisser dire une pseudo-haine anti-musulman. Autant je récuse et avec la plus grande des fermetés le terme islamophobie, autant je ne peux pas accepter qu'un député considère que la haine anti-musulman n'existe pas. Elle existe et on ne hiérarchise pas les haines. Oui, il y a une explosion des actes antisémites dans notre pays, avec 1570 actes antisémites qui ont été recensés en 2024 et 173 actes anti-musulmans. Est-ce que pour autant la question est la question de la proportion? À partir du moment où il y a un seul acte anti-musulman, c'est-à-dire une seule agression comme celle qui a pu être décrite tout à l'heure par notre collègue, ça nécessite évidemment la mobilisation de l'État et normalement la mobilisation de l'ensemble des élus de la République. Donc je crois que ça, c'est le premier point. Oui, la haine anti-musulman existe et cette haine, elle doit être combattue au même titre que toutes les haines, évidemment. Et puis dans le même temps, il y a ce mouvement que nous devons avoir de mobilisation absolue, de lutte contre l'entrisme religieux, l'entrisme islamiste et le prosélytisme. Et je pense que nous devons faire les deux dans le même mouvement. Parce que si nous ne faisons pas les deux dans le même mouvement, alors la République manquerait à ce qu'elle est et à ses devoirs, c'est-à-dire une République universaliste qui assume ce qu'elle est et qui refuse toute forme de séparatisme. Merci. Monsieur Julien Limongi. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Une fois de plus, la gauche s'adonne à son sport favori, instrumentaliser la prétendue islamophobie pour monter les Français les uns contre les autres. Son arme, l'amalgame. Car selon elle, toute critique du voile, du séparatisme ou des revendications identitaires serait une attaque contre nos compatriotes musulmans. En réalité, chers collègues de gauche, vous ne défendez ni l'égalité ni la fraternité. Vous jouez la carte cynique du clientélisme électoral au détriment de la nation.
Mais ne vous en déplaise, nous, au Rassemblement national, nous refusons cette vision fragmentée de la société. Nous défendons une France unie où chacun est avant tout français. Nous voulons une France où la laïcité est un principe non négociable, où les règles républicaines s'appliquent à tous. Nous défendons l'assimilation qui fait de chaque citoyen un membre à part entière de la nation. C'est pourquoi nous disons non, non au voile dans le sport, non aux horaires séparés dans les piscines, non aux tenues islamiques dans les écoles. Non par rejet, mais par fidélité à nos valeurs. Car en France, ce sont les lois de la République qui priment, pas celles des religions. Vous êtes, collègues de gauche, au mieux des idiots utiles, au pire complices des méthodes des frères musulmans. Traiter quelqu'un d'islamophobe, c'est lui mettre une cible dans le dos. Derrière ce mot fourre-tout, vous jetez en pâture ceux qui osent défendre nos valeurs contre l'islamisme. Comment ne pas penser à Samuel Paty, accusé d'islamophobie avant d'être décapité? La vérité, c'est que vous divisez quand nous rassemblons. Vous excusez l'islamisme en le déguisant en combat antiraciste. Nous le combattons parce qu'il menace notre liberté, notre sécurité et notre civilisation. Vous essentialisez les Français selon leur religion, leurs origines. Nous affirmons que la seule identité qui compte, c'est celle de la France. Madame la ministre, comment comptez-vous répondre à cette dérive de la gauche qui, sous couvert d'antiracisme, soutient des idéologies menaçant notre unité nationale et notre laïcité? Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je crois que vous avez entendu dans mes propos qu'il n'y a aucune complaisance ni aucune naïveté qui soit possible pour la République et pour le gouvernement avec l'entrisme islamiste, le prosélytisme religieux et l'intégrisme qui existe. Et je crois qu'il ne faut pas tout confondre justement et qu'il faut assumer, encore une fois, de ne jamais mettre un signe égal entre islam et islamiste, d'assumer que la plupart de nos compatriotes musulmans veulent juste vivre dans les lois qui sont les lois de la République et le font déjà, et dans le même temps, évidemment, combattre toutes les formes de haine sans aucune hiérarchie des distinctions dans ces haines qui malheureusement existent et qui à chaque fois mettent un coup de canif dans ce qui est notre contrat républicain. Je crois que c'est ça la réponse républicaine qui normalement devrait être partagée sur l'ensemble de ces bancs, parce que c'est la seule réponse qui puisse être aujourd'hui apportée, non pas ici à nos compatriotes musulmans ou ici à nos compatriotes juifs, mais tout simplement aux Français. Merci Madame Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question dévie un peu, en partie, sur le sujet de la haine anti-musulmane pour s'attaquer plutôt à ceux de la haine contre les discriminations. Étrangement, je peux dire que je n'ai pas fait l'objet dans ma vie de discrimination trop manifeste, mais je sais que c'est en grande partie parce que j'ai eu la chance d'être très entourée par des gens extrêmement bienveillantes. Mais mon cas individuel, mis à part beaucoup d'autres autour de moi, dont mes propres sœurs, ont subi des difficultés, notamment à trouver un logement ou un travail, et ont des fois dû changer leur prénom pour avoir accès à un logement. La promesse du président Macron était celle de l'émancipation pour toutes et tous, et beaucoup de choses ont été faites depuis 2017 pour lutter contre les discriminations, qu'elles soient basées sur le genre, la sexualité ou l'origine. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mon ancien collègue, le député des Français à l'étranger, maintenant ministre Marc Ferracci, avait proposé une loi permettant de généraliser les testings anti-discrimination. L'examen de ce texte s'était malheureusement arrêté à une CMP non conclusive. Il aurait pourtant donné un pouvoir supplémentaire à la DILCRA et était envisagé comme un progrès par la Défenseure des droits. La Défenseure des droits recommandait toutefois de compléter ce texte par la création d'un observatoire des discriminations. Que pensez-vous, Madame la Ministre, d'une telle proposition ? Par ailleurs, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur le bilan de la plateforme contre les discriminations qui avait été lancée en 2022 et qui doit s'achever en 2024, en tout cas le plan en lui-même. Cette plateforme, la plateforme pour signaler les discriminations, est en ligne et on peut aussi contacter pour signaler le 3928. Tout d'abord, est-ce que les critères que nous traitons aujourd'hui sur la religion vont avec cette plateforme? Est-ce qu'elle est utilisée? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un musulman peut dénoncer facilement? Et comment ne pas confondre musulmans et arabes? Parce que des Indonésiens sont musulmans, des Maliens sont musulmans. Et c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, on fait souvent l'amalgame. Mais je voulais peut-être revenir sur un petit sujet qui peut être intéressant très rapidement. Si nos médias veulent bien s'intéresser à des gens dans le monde musulman, à savoir le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, quand il parle de l'islam et notamment des musulmans en France, il dit qu'un bon musulman doit suivre la Constitution, obéir à la loi et aux coutumes du pays. Donc je suis à bon entendeur. Merci Madame la Ministre. J'ai failli dire salut.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, la loi ne hiérarchise pas dans la lutte contre les haines et dans la lutte contre toutes les discriminations. Et dans cette lutte contre toutes les discriminations, il y a à la fois la DILCRA et le défenseur des droits. La DILCRA, c'est notre administration qui œuvre sous notre direction sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations liées à l'origine et la haine anti-LGBT. C'est elle qui, par exemple, je le disais, opère un certain nombre de signalements sous mon autorité quand il y a des propos qui sont des propos dans le cadre que je viens de citer avec en effet un certain nombre de condamnations. Le défenseur des droits permet d'avoir des saisines qui sont des saisines individuelles de nos concitoyens quand malheureusement ils sont victimes de discrimination. Le 3928 est le numéro que chaque Français peut appeler pour avoir accès à un accompagnement juridique quand il a été victime d'une discrimination quelle qu'elle soit. C'est aussi sur la question du handicap, par exemple, de manière à être accompagné dans ces démarches, soutenu par l'État, sans avoir justement d'ailleurs à avoir des démarches financières à réaliser. Donc le 3928 est un numéro dont tous les parlementaires pourraient se saisir, parce que dans toutes nos permanences, eh bien, nous avons des alertes malheureusement sur des critères de discrimination qui sont divers et qui doivent de manière systématique nous alerter. Et ensuite, il y a la proposition de loi que vous évoquiez de notre collègue maintenant au gouvernement Marc Ferracci, dont nous souhaitons évidemment la réinscription à l'ordre du jour ici à l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'elle puisse aller à son terme. Elle avait été adoptée à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et je crois que c'est un modèle, parce que nous avons besoin, encore une fois, de pouvoir mesurer pour pouvoir corriger. On ne corrige bien que ce qu'on sait mesurer, et ce sera le cas si les parlementaires adoptent cette proposition de loi. Merci. Pour le groupe de la France Insoumise, Madame Danielle Obono. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, comment avez-vous pu perdre à ce point la raison républicaine? En France, l'islamophobie est notoirement sous-estimée, voire niée. Ainsi, le meurtre de Jamel Benjabala, le 31 août 2024 à Dunkerque, pour lequel la qualification raciste n'a pas été retenue, ne figure dans aucun recensement. Alors même que ce crime a été commis par un militant d'extrême droite qui avait multiplié les intimidations et injures islamophobes à l'encontre de la victime, tuée sous les yeux de sa fille de 10 ans. Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 39% des personnes musulmanes interrogées en France déclarent avoir été victimes de discrimination dans les 5 dernières années. Le racisme et les discriminations envers les musulmanes et musulmans ont comme conséquence dans leur vie quotidienne des niveaux de revenus inférieurs à la moyenne, un taux de chômage plus élevé, une mauvaise qualité des logements, etc., etc. Or, depuis 7 ans que vous êtes au pouvoir, vous n'avez laborieusement produit que 2 plans censés lutter contre le racisme, qui ne contiennent que des mesures d'affichage, sont sans moyens financiers suffisants et n'adressent aucune des causes structurelles systémiques du racisme. Mais vous ne vous contentez pas de ne rien faire. Vos discours et politiques produisent et alimentent l'islamophobie et donc le racisme dans son ensemble. Soutien aux arrêtés innombrables anti-Burkini et interdiction de l'abaya. Adoption d'une loi sur le séparatisme critiquée par la CNCDH et toutes les organisations de défense des droits humains. Proposition de loi LR, vos alliés, visant des accompagnatrices scolaires qui portent un voile. Votre propre soutien et celui de votre gouvernement à la proposition de loi qui vise les sportives musulmanes portant un voile. On ne respire plus. Même le sport, on ne peut plus le faire. Témoigne ainsi Asma, une jeune volleyeuse, auprès d'Amnesty International. Contrairement à vous, nous luttons contre les racismes sous toutes ses formes. L'antiracisme est une nécessité vitale pour des millions d'entre nous. C'est également un enjeu stratégique pour la France insoumise. Notre objectif est l'unité du peuple, autour d'un programme de rupture pour l'égalité des droits, la justice sociale et la bifurcation écologique. C'est pourquoi, après le succès des mobilisations des 8 et 22 mars, nous serons au prochain rendez-vous de la riposte populaire, le 1er mai, pour exprimer notre opposition à vos politiques de malheur et de division, et nous appelons le plus grand nombre à y participer. Merci Madame la députée. Madame la ministre, je ne suis pas sûr qu'il y avait une question, mais je vous laisse réagir, on va dire ça comme ça. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, ma boussole républicaine, ce n'est pas vous qui allez me la dicter. Ma boussole républicaine, je ne la prends pas, évidemment, du côté de la France insoumise. Parce que vous n'avez aucune boussole républicaine. Vous n'avez malheureusement plus aucune boussole républicaine. Parce que quand on fait le lit de l'antisémitisme dans notre pays, on ne peut en aucun cas donner des leçons de républicanisme à quiconque dans cet hémicycle et à quiconque en dehors de cet hémicycle. Parce que malheureusement, dans les actes antireligieux, Madame la députée, 62% de ces actes antireligieux concernent
les Français qui sont des Français juifs qui représentent moins de 1% de la population. Cette surreprésentation des Français juifs dans les actes antireligieux devrait collectivement nous interpeller et devrait collectivement vous interpeller par rapport aux propos qui sont les vôtres et qui sèment de manière systématique la division et la haine et qui attisent la haine antisémite. Et je n'ai pas de leçon républicaine à recevoir pour une raison simple, Madame la députée, c'est que moi, Madame la députée, je ne hiérarchise pas les haines et je sais combattre dans le même mouvement le racisme, l'antisémitisme, toutes les discriminations et toutes les haines. Je sais... Non mais attendez, mesdames les députés, là. Vous avez posé votre question, la ministre vous répond. Je vous demande de l'écouter avec le respect qu'elle vous a donné lors de... Non mais Madame Obono, s'il vous plaît, c'est pas la peine de hurler. Madame la ministre, terminez. Madame Obono, désolé, taisez-vous. Merci Monsieur le Président. Je crois que le gouvernement est libre dans ses réponses comme les députés sont libres dans leurs questions. Et donc, j'ai le droit de vous répondre comme j'entends vous répondre par rapport aux propos et aux provocations qui sont les vôtres de manière systématique. Parce que quand, dans une mobilisation et dans une manifestation qui devrait être une mobilisation contre le racisme, on accepte de défiler bras dessus, bras dessous avec des gens qui ont été condamnés parce qu'ils avaient notamment participé à une tentative d'assassinat contre un rabbin, on n'a pas de leçon de républicanisme à donner à quiconque ici. Merci. Monsieur Idir Boumerti. Merci, Monsieur le Président. Collègues, décidément, Madame la Ministre, vous avez décidé de faire à chaque passage en hémicycle des sorties de route vis-à-vis de la France Insoumise. Ça devient scandaleux. 39% des personnes musulmanes en France déclarent être victimes d'actes islamophobes. Mais au-delà des chiffres, ce racisme est une réalité bien connue, un poison qui gangrène notre société et s'immisce dans tous les aspects de la vie des personnes concernées. Être musulman en France aujourd'hui, c'est faire face aux soupçons, aux amalgames et aux attaques médiatiques permanentes. Combien de polémiques absurdes et indignes avons-nous vu jusqu'à accuser le Ramadan d'être la cause d'une pénurie d'œufs? Pourquoi la laïcité est-elle instrumentalisée pour stigmatiser nos compatriotes musulmans? Pourquoi les femmes qui portent le voile sont-elles systématiquement suspectées d'intégrisme ou d'oppression? Pourquoi un homme portant la barbe devrait-il craindre de perdre son emploi dans les médias? Pire encore, certains discours portés parfois par des ministres eux-mêmes nourrissent une fracture qui pourrait mener à des conséquences dramatiques. Les attaques à l'encontre des lieux de culte se multiplient et les musulmans deviennent des boucs émissaires faciles, systématiquement exposés à des insultes, des discriminations dans l'accès au logement et à l'emploi, voire même à des agressions physiques. Cette situation est dangereuse pour l'unité nationale et la paix sociale. Face à cette réalité, il est urgent d'agir. Ce racisme du quotidien est un poison pour notre société. C'est exactement ce qui arrive à des personnes de confession juive, fait que nous condamnons de toutes nos forces. Pour nos compatriotes de confession musulmane, nous devons avoir la même intransigeance. Chers collègues, il faut le préciser, il faut vous le rappeler, ce n'est pas géométrie variable. C'est pourquoi j'ai proposé la création d'une commission d'enquête parlementaire pour établir les faits, mesurer l'ampleur et les conséquences de l'islamophobie en France, analyser le rôle des médias, des réseaux sociaux et des discours politiques. Ma question, allez-vous donc inscrire cette proposition à l'ordre du jour et prendre vos responsabilités pour que nos compatriotes musulmans, comme tous les autres citoyens, soient enfin protégés contre la haine et la discrimination? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, c'est pas moi qui opère des sorties de route, c'est LFI qui opère malheureusement des sorties de route qui sont systématiques. Et c'est mon rôle de ministre en charge de la lutte contre l'antisémitisme, de rappeler à l'ordre à chaque fois qu'il y a besoin de rappeler à l'ordre. Parce que quand dans les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, il dit par exemple qu'il faut couper les cheveux en quatre pour en faire des édredons, il n'y a aucune autre référence possible que celle d'Auschwitz. Aucune autre référence possible que celle-ci. Et je vous assure que les Français de confession juive ont très clairement et très bien entendu la référence qui a été faite.
En revanche, monsieur le député, pour votre question, c'est vous qui êtes député. Et vous devriez savoir en tant que député qu'une commission d'enquête, ce n'est pas le gouvernement qui en décide. Une commission d'enquête, monsieur le député, c'est un droit de tirage de votre groupe. Donc si votre groupe considère que c'est prioritaire, alors votre groupe l'inscrira. Ou alors, ça veut dire que vous avez juste essayé de saisir une tribune et que vous choisirez d'inscrire une autre commission d'enquête. Mais ça n'est jamais le gouvernement qui décide de l'inscription d'une commission d'enquête. Je vous invite à prendre un peu plus au sérieux votre travail parlementaire. Bien, monsieur Eskenazi, donc vous avez prévu de poser 2 questions. Je vous laisse choisir si vous voulez poser les 2 à la suite, une en 2, 2 en 1, enfin bref. Non, j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà. Je vais faire une intervention de 2 minutes. Comme j'ai eu l'occasion de m'exprimer, Madame la Ministre, je vais vous poser 3 questions précises. La première concerne la DILCRA. Vous l'avez dit, c'est effectivement l'arme principale pour lutter contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et même de haine anti-LGBT. Or, le dernier budget a vu baisser les crédits de la DILCRA. Je l'ai rappelé, les chiffres sont assez flagrants. Entre 0 et 6 condamnations pour racisme par an, alors que plus d'1 million de personnes se déclarent en France victimes de discrimination. Il y a donc un problème d'accompagnement. Il y a eu un énorme effort qui a été fait par les gendarmes, les forces de l'ordre que j'ai rencontrés sur les violences faites aux femmes. Ils sont formés depuis 10 ans. Aujourd'hui, les plaintes sont bien prises en compte et les plaintes remontent et se transforment en condamnation. Ça n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui sur les actes de racisme, d'islamophobie, de haine anti-musulman, si vous préférez le terme, ou d'antisémitisme. Donc, est-ce qu'une action par la DILCRA de formation des forces de l'ordre pour la prise en compte des plaintes? Deuxièmement, il y a une association que j'ai pu rencontrer qui s'appelle la Maison des Potes, qui, il se trouve, se porte régulièrement partie civile, justement pour accompagner les victimes dans toutes leurs procédures judiciaires, pour aboutir à des condamnations. Et malheureusement, leurs crédits ont été totalement supprimés dernièrement par la DILCRA. Je voulais savoir si, du coup, dans le cadre de l'action que vous comptez mener, vous souhaitez rétablir des crédits à ces associations qui accompagnent les victimes. Ma deuxième question concerne le monde du sport. Il se trouve qu'il y a une enquête interne, un rapport issu du ministère de l'Intérieur de mars 2022 qui montre clairement, je le cite, « Les données collectées en entretien échouent à montrer un phénomène structurel ni même significatif de radicalisation ou de communautarisme dans le sport ». Pourtant, le garde des Sceaux porte au sein de votre gouvernement, et en fait même un chantage à la démission, l'interdiction du port de signes religieux dans le sport, déclarant même, je cite, « Si on veut laisser Le Pen seul à défendre la laïcité, on ne peut pas s'y prendre au mieux ». Je rappelle que la laïcité, ça n'est pas l'interdiction des signes religieux. La laïcité, c'est d'abord la liberté de culte. Et la neutralité de l'État, de ses services, de ses agents et des élèves n'est qu'une conséquence pour pouvoir maintenir cette liberté de culte. J'aurais donc voulu avoir des précisions sur la position de votre gouvernement sur l'interdiction d'accès au sport des femmes voilées, qui, je le rappelle, est également une manifestation de liberté et d'émancipation. Enfin, dernier élément, un peu plus superficiel, mais il me semble que ça a du sens. Le ministre de l'Intérieur a refusé, rompant une forme de tradition, de se rendre à l'iftar de la Grande Mosquée de Paris, ce qui a pu être interprété comme une forme de défiance, ou en tout cas indiquer que la religion musulmane ne ferait pas partie d'un interlocuteur pour le ministre de l'Intérieur, qui, je le rappelle, est également ministre des cultes. Il se trouve que moi, je me suis rendu localement dans le Val d'Oise à l'iftar organisé par le Conseil des institutions musulmanes du Val d'Oise, où étaient présents des représentants de la religion juive, des représentants de la religion catholique, des représentants protestants, étaient présents des maires, la présidente du département LR et même monsieur le préfet du Val d'Oise, le représentant de l'État, qui à cette occasion a fait un discours extrêmement fort expliquant qu'il n'y avait pas de lien, il ne devait pas y avoir de mélange entre le monde politique et le monde religieux, que le religieux ne devait pas se mêler de politique, mais que le politique ne devait pas se mêler de religion, mais devait entretenir des relations continuelles pour entretenir la fraternité. Et je dois bien vous dire que les repas et les échanges à ce temps qui n'est pas un temps religieux, mais qui suit un temps religieux, bien sûr que non, qui suit un temps religieux. Monsieur, le marché de Noël, est-ce que c'est un moment religieux ou c'est pas un moment religieux ? Eh bien, l'iftar, c'est un moment convivial qui suit un temps religieux, et c'est un moment où on peut avoir un discours interreligieux entre les institutions. Et voilà. Et je voulais savoir, Madame la Ministre, si cette décision soudaine du ministre de l'Intérieur allait faire jurisprudence ou si c'était un incident simplement de l'année 2025. Je vous remercie pour répondre à ces 3 questions. Merci. Finalement, les 4 minutes, vous les avez utilisées, monsieur le député. Madame la Ministre.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, je vais essayer de répondre précisément à vos questions. D'abord, merci pour ce que vous avez dit sur la DILCRA, parce que ce sont des agents qui sont extrêmement importants et une administration assez récente finalement, mais qui a vu ses moyens renforcés et ses compétences aussi régulièrement élargies, et tant mieux. Oui, il y a bien une formation qui est une formation systématique des agents, notamment police, gendarmerie et magistrats. Pour avoir vu encore récemment la présidente de l'École nationale de la magistrature, c'est dans la formation initiale et aussi dans la formation continue, par exemple, de nos magistrats. Je pense qu'elle sera évidemment disponible pour l'ensemble des parlementaires si vous souhaitez l'auditionner. Pareil pour des GGN, des GPN qui pourront vous expliquer concrètement les formations. Mais évidemment, ça doit être le cas de manière systématique parce que ça permet aussi la montée en compétences et la meilleure prise en compte de l'ensemble des discriminations et de toutes les formes de haine qui doivent être combattues. Sur la question spécifique de la maison des potes, j'avais été saisie par une collègue de votre groupe, Céline Thiebaud-Martinez. Donc on a regardé précisément sur le sujet. En 2022, ils nous avaient fait aucune demande, enfin pardon, ils avaient fait une demande hors délai, donc forcément on n'avait pas pu la prendre en compte. En 2023, ils avaient demandé à être soutenus en fonctionnement, alors que la DILCRA ne peut soutenir que des projets, elle ne soutient pas le fonctionnement des associations, et pas de demande en 2024. Donc évidemment, on y sera attentif. Comme pour n'importe quelle association, évidemment, si il dépose un dossier. L'appel à projet national de la DILCRA, j'ai lancé il y a quelques jours. Donc, tous les parlementaires, vous pouvez évidemment inciter toutes les associations à candidater à cet appel à projet national. Il y a en plus des crédits qui sont des crédits déconcentrés dans chacun des départements, en lien avec les préfets, qui font ensuite le contrôle de l'égalité, de manière à ce qu'on puisse aider aussi de manière très locale un certain nombre d'associations. Ensuite, sur la question plus spécifique que vous posez sur la question du voile. En fait, la question, elle n'est pas la question du voile, elle est la question des signes religieux ostensibles. Et moi, je parle en permanence des questions des signes religieux ostensibles. Parce qu'en effet, quand on ramène uniquement à cette question, on donne le sentiment de stigmatiser uniquement une catégorie de Français. Je pense qu'il faut évidemment éviter cet écueil-là. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, qui a été amendée d'ailleurs par le gouvernement et qui a été adoptée très largement au Sénat. C'est cette proposition de loi qui est soutenue par le gouvernement, c'est-à-dire l'interdiction, non pas juste du voile, mais de l'ensemble des signes religieux ostensibles sur les terrains de sport, dans les compétitions départementales, régionales et nationales. Le débat, il aura lieu ici, il aura lieu à l'Assemblée nationale, puisque évidemment, cette loi, elle sera inscrite par le gouvernement. C'est l'engagement que nous avons pris à l'Assemblée nationale. Et après, ce seront vous, les députés, vous serez souverains sur le fait d'adopter, d'amender ou de ne pas adopter cette proposition de loi. Merci. Et pour terminer, Monsieur Belkir Belhaddad. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le rapporteur, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde, disait Albert Camus. Comme les rapporteurs, je retiendrai le terme d'islamophobie. Pour cette peur, cette haine dont sont victimes au quotidien certains de nos concitoyens musulmans et qui m'en alertent chaque jour, avec une version actualisée de ce racisme vers un racisme anti-maghrébin colporté notamment par l'extrême droite, et j'en sais quelque chose. Qui peut raisonnablement croire que l'ampleur des actes islamophobes se limite à 173 faits recensés en 2024 par le ministre de l'Intérieur, alors que chaque jour, certains discours politiques et médiatiques viennent alimenter la stigmatisation et la discrimination de citoyens français en raison de leur religion ou de leur origine. J'entends votre volontarisme, Madame la Ministre. Je sais que vous êtes une républicaine, mais le constat est sans appel. Il n'y a aucune volonté véritable politiquement pour lutter efficacement contre l'islamophobie. Aucune volonté politique pour mieux mesurer le phénomène. Aucune, on le voit à travers le voile dans le sport, et le rapport de M. Oudoul nous le montre bien. Aucune volonté politique également pour une meilleure prise en compte des plaintes et de leur traitement. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de dissocier ce combat de la lutte contre toutes les formes de haine. Ce combat est un combat pour l'égalité, pour la justice. Il doit être celui de tous les Français, comme pour toutes les formes de haine.
Face aux lignes éditoriales de certains médias tenant des discours stigmatisants et islamophobes, quelles mesures fortes allez-vous prendre, Madame la Ministre, et le gouvernement? À titre d'exemple, en 2023, 335 jours sur 365, les bandeaux titres de la chaîne CNews contenaient des mots liés au thème de l'immigration ou de l'islam. Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Belkir Belhaddad. Il y a une volonté. Et la volonté, elle est la même sur toutes les formes de discrimination et toutes les formes de haine, sans aucune distinction et sans aucune hiérarchie, parce que c'est ça la République et ce sont ça les lois de la République. Et donc c'est évidemment aussi de combattre la haine anti-musulmans qui peut se traduire par des discriminations à l'encontre de nos compatriotes musulmans sur l'accès à l'emploi ou l'accès au logement que vous avez mentionné. On a pour cela un certain nombre de dispositifs qui existent. Je crois que le principal de ces dispositifs, c'est évidemment la question de la formation de nos agents publics. Ça a été évoqué parce que dans le plan, l'objectif et notre responsabilité, c'est bien la formation de 100% de nos agents publics, policiers, gendarmes, magistrats et aussi du monde enseignant, formation initiale et formation continue pour réactualiser aussi, parce qu'on voit bien que les haines, elles évoluent, qu'elles mutent, qu'elles se renouvellent et que les discriminations aussi, malheureusement, elles peuvent évoluer, muter et se renouveler. C'est le soutien aussi aux associations, qui sont des associations qui signent la charte d'engagement républicain et qui sont des associations qui œuvrent à nos côtés, qui sont des partenaires des politiques publiques que nous menons. Je pense à SOS Racisme, je pense à la LICRA, par exemple, qui évidemment doit se permettre d'accompagner, de soutenir les victimes, de faire du plaidoyer, évidemment, et ça, nous continuons à le faire. Et les moyens aux associations ont augmenté et augmenté significativement, à la fois pour les associations au niveau national, mais aussi sur les crédits déconcentrés, parce que ça, c'est ce que je souhaite, c'est que beaucoup de crédits soient déconcentrés de manière à ce qu'il y ait un maillage territorial et qu'aucun de nos concitoyens que tous nos concitoyens, plus exactement, aient une réponse. Il y a aussi ce que j'évoquais dans la question posée par votre collègue Amélia Lacrafi, c'est que, au-delà du rôle de la DILCRA, il y a le rôle du défenseur des droits sur la question des signalements individuels. Et ça, c'est insuffisamment connu par les Français. Le 3928 est un numéro gratuit qui permet d'avoir accès à une aide juridique pour tous les Français qui auraient à connaître des discriminations. C'est notre rôle collectif de faire aussi mieux connaître à l'ensemble de nos compatriotes leurs devoirs, certes, mais aussi évidemment leurs droits. Merci Madame la Ministre. Merci au groupe écologiste et social d'avoir demandé l'inscription de ce débat à l'ordre du jour. Merci à tous les collègues pour leurs questions et les interventions. Et merci à Madame la Ministre pour ses réponses exhaustives et complètes. La séance est suspendue, le débat est clos et on reprend dans quelques minutes pour le débat suivant.